Madame, Monsieur, bonsoir. Bienvenue à cette autre édition de Regard Social sur Equinox Télévision. C'est toujours la joie quand on accueille la venue au monde d'un enfant. C'est toujours la joie lorsque un homme se sent parent parce que son épouse a mis au monde un enfant. Également, on sait que tout cela peut apporter de la joie parce que justement, si pour certains, c'est une joie de courte durée, pour d'autres, c'est une joie de longue durée. Nous allons davantage comprendre tout cela. C'est également, pour certains, c'est donc une situation compliquée et difficile. Pour ce soir, nous allons recevoir un cas d'un parent qui a perdu l'envie d'être parent justement parce que ses enfants sont devenus ses bourreaux. Et c'est dans le cadre de cette autre édition de Regard Social. Madame, Monsieur, une fois encore, bonsoir et bienvenue à tous. Et pour cette première partie, nous recevons Salomon Douglas, qui est retraité, un ancien employé du port autonome de Douala. Il a pris sa retraite, il s'est construit 2 maisons et au cours de plusieurs années, il s'est rendu compte que ses enfants lui tendaient des pièges et il est finalement tombé dans ces pièges-là parce qu'il n'habite plus chez lui depuis quelques semaines, quelques mois, voire même quelques années. Il est désormais un sans-abri, il est obligé d'aller squatter chez sa sœur aînée. Salomon Douglas, bonsoir et bienvenue. Bonsoir, monsieur. Pourquoi vous êtes dehors? Je suis au cœur de Lyon. Je voulais dire un sans-abri parce que vous n'habitez plus chez vous. Je n'habite pas chez moi parce que les enfants ont cherché à me tuer. Ma fille prépare la nourriture, elle met de poison. Elle m'amène le gros plateau comme ça là avec la nourriture. La première fois que j'ai mangé, ça m'a gêné, j'ai vu la mort. Subitement, je lui ai dit, arrête ça comme ça. Elle a commencé donc par chercher à me donner encore la nourriture. Je lui ai dit non, je ne mange plus. Va donner à ses enfants. Les enfants, elle ne peut pas donner. Remettre dans sa marmite, elle ne peut pas remettre ça. Elle doit aller verser ça peut-être dans le caniveau ou dans le cabinet. D'accord. Je rappelle aux téléspectateurs que vous êtes âgé de 77 ans Oui. et que vous êtes parent de 3 enfants, Oui. 2 garçons, et une fille, tous âgés de plus de 40 ans. Plus de 40 ans. Mais qui habitent chez vous? Eux tous sont là. Ils sont là dans ma maison. Comment ça se fait? Mon patron, le premier, dit que lui, il prend la maison de derrière. Sa sœur et son frère garçon prennent la maison de devant. C'est dans leur idée. Mais je suis toujours là. J'ai ma chambre, la chambre de ma femme qui est morte, elle est là. Il a mis même le plafond autour du deuil de sa mère en disant que celui qui est là-bas, le devant, c'est pour ses petits frères. Oui, mais comment vous avez fait pour garder des enfants âgés de plus de 40 ans chez vous? Ils ne travaillent pas, ils ne sont pas mariés? L'autre est marié, et ma fille aussi est mariée avec 2 hommes. Ils sont là toujours chez moi. 2 hommes. Un anglophone et un gars de l'Est. Ils sont là. Et le gars de l'Est, sa fille a accouché, elle est là. Elle a le bébé. Oui, je voudrais comprendre, c'est parti d'où pour arriver à ce niveau-là? Ils m'ont montré qu'ils ne me connaissent pas, ils ont porté même le pagne. Comme ma femme, c'est un boudiman. Moi, je suis un mafia. Mais mes beaux-frères qui ont ma fille étaient tous en pagne. Je ne devais pas dire autrement. Ils ont occupé ma maison, ils ont fait même la neuvaine sans mon autorisation. Ils m'ont méconnu comme leur père. Ils m'ont méconnu comme leur père. J'ai les dents cassées, j'ai plus de 5 certificats médicaux. Que je pars, je fais, je garde. Donc c'est comme ça. Qui vous a cassé les dents? C'est Valentin, Égoué Valentin. Votre fils? Oui, mon fils. Et ma fille aussi a fait aussi même chose. A déchiré l'habit. J'ai eu un certificat médical de 7 jours.
Alors, selon les informations recueillies auprès de vous, Oui. Vous êtes propriétaire de 2 maisons. 2 maisons. Oui. Et vos enfants qui ont grandi chez vous, Oui. ils ne sont jamais sortis pour aller habiter ailleurs, Habité ailleurs. malgré leur âge avancé. Vous voulez garder chez vous. Est-ce que ça ne vous a pas dérangé quand ils ont atteint au moins 25, 30 ans, d'avoir dans la même maison vos enfants qui peuvent déjà se débrouiller? J'avais l'amour à ma femme. Je ne voulais pas la faire choquer, la faire fâcher. J'ai regardé les enfants. Je suis allé les chercher à l'Intec. 2 années. Je ne vois pas les gars à l'école. On me présente d'autres gars. J'ai dit non, il faut que je construise ma maison, je prépare ma retraite. Voilà comment j'ai fait ma retraite. Je n'ai plus payé personne à l'école. Ils ont continué à vivre à la maison. Qu'est-ce qu'ils font comme activité? Ah, l'autre dit que c'est le football. Il devait me remplacer au poids. Il a dit qu'il ne peut pas. Lui, il joue au ballon. Ma fille, lui, elle est là avec deux chevals. Il est là avec 2 hommes, un Caribien, un anglophone. Donc c'est l'anglophone, quand il vient, il tourne. Ma porte, j'ai payé une tôle à Bernabé, que j'ai fait mes 2 portes en tôle. Quand tu veux, pour arriver chez moi, il faut faire casser le mur. Mais ils ont dit qu'ils vont monter par la toiture, ils vont me trouver dans la maison. Mais je n'ai pas eu peur de ça. Oui. Votre épouse est décédée il y a à peu près 2 ans aujourd'hui. 2 ans, c'est en février 2015. Oui. Vous dites que vous avez gardé tous ces enfants chez vous, chez moi, malgré les âges révolus, parce que pour l'amour de votre ma femme. De votre femme, Oui. vous faisiez la cuisine, votre femme faisait la cuisine, ils Bien mangeaient, même, bien. malgré leur femme également. Oui, Oui, faisait aussi la cuisine. oui. Alors, ils ont cherché des femmes, ils sont venus avec les mêmes femmes dans votre maison. Bien même. Valentin venait de sortir maintenant, puisqu'on l'a tapé à la brigade, torturé à la gendarmerie de Ndogbo, avec les machettes aux pieds. On lui a demandé de sortir, c'est là qu'il est sorti maintenant. Donc l'autre est là avec sa soeur, avec ses beaux-frères, chez moi. Je ne cause pas avec personne, ne me dit bonsoir ni bonjour. La maison n'est pas pour moi, la maison c'est pour eux. Mais qu'est-ce qu'ils vous reprochent concrètement? Oh, ce sont eux qui connaissent. Je ne connais pas. Je ne connais pas ce qu'ils me reprochent. J'ai cherché ma vie avec eux ensemble, en location, ensemble. Quand j'ai vu l'accent, aller les chercher à l'école, on me présente d'autres garçons. Ils viennent le reçu, ils partent vendre à 5 000. Je paie le reçu de 17 000, 5e, 6e. 17 000, la passion. Et ils viennent, ils prennent le reçu, ils s'en vont vendre à 5 000 pour jouer le jubilé avec les femmes. Ils amènent les femmes à la maison. Et la fille aussi amène ses maris. Et ça ne vous dérange pas? Ça me dérange, mais comme j'ai vu leur habitude, ça ne m'a pas mis le cœur à me fâcher. J'ai l'hypertension. Là, vous me voyez, j'ai l'hypertension. Je devais marcher avec les béquilles. Mais rien que l'homme qu'on ne voit pas. Je prie Dieu, j'ai prié beaucoup Dieu. Que je suis. J'ai fait l'hôpital, c'est nous qui avons ouvert l'hôpital général. On me nourrissait. Oui. Vous, à votre époque, vous étiez tout jeune à l'époque, tel que vous m'aviez raconté il y a quelques jours, que vous êtes sorti de votre maison à l'âge de 24 ans. Oui, 4 ans. Oui. J'étais le petit vendeur de journaux ici à Douala, mais après l'histoire de l'UPC là toujours, j'ai fui le quartier puisqu'on cherchait les IPCistes. Donc je suis traversé d'Izangué. C'est là que j'ai essayé de faire la vie. Je suis revenu donc et tombé au port autonome de Douala. J'ai donc trouvé ma femme en 63. J'ai fait 52 ans avec elle. J'ai les enfants de 49 ans et 48 ans et 43 ans. Ces enfants qui veulent... Qui veulent ma mort. Ils ont le client qui veut acheter ma maison. Moi étant vivant, est-ce que c'est faisable? C'est pas faisable.
Ils attendent que je meure avant de vendre ma maison. Mais ils ne veulent pas. Mais c'est parce que vous leur avez donné la possibilité de rester chez vous, alors qu'il fallait leur dire d'aller se chercher. C'est des adultes quand même. J'ai parlé, ma femme ne voulait pas. Je ne voulais pas la faire me donner du poison. J'allais mollo, doucement, comme mon père et ma mère ont fait. C'est comme ça que j'ai voulu amener ma femme. Ma mère est venue même de village, m'a dit que on a violé la tradition. Ma femme n'est plus avec moi. J'ai dit, maman, tu veux que je fasse quoi? J'ai déjà les grands enfants. Laisse ça tomber. J'ai enlevé ça à la tête. Comme ça. Comme ça que j'ai enlevé ça à la tête. Je n'ai pas mis que ceci et cela, non. Aujourd'hui, vous n'habitez plus chez vous? Je n'habite pas chez moi, mais puisque il y a des procédures. Nous sommes au parquet. J'ai eu une réquisition hier, venant du parquet, à la cour d'appel. C'est revenu hier. On m'a appelé au parquet, j'ai pris. Je devais même vous amener savoir avec eux, au cours d'appel. Votre épouse a été enterrée où? Ma femme a été enterrée ici en Gaudière, chez les sapeurs-pompiers là. Pourquoi? Mais les bourreaux m'ont dit que ce n'est pas ma femme, ce n'est pas leur mère. Les bourreaux, moi je les appelle les bourreaux. Ma famille vient, on les chasse. Vos enfants? Oui, mes enfants. Ils ont dit que j'ai tué leur maman, j'ai fui. Et que je n'ai pas fui. Je suis parti à l'hôpital faire un certificat médical. Voici la dent. On m'a tapé. Si vous arrivez ici, je ne mettais pas la main sur le trou. Il y a des parpaings qui ont les trous au milieu là. J'ai mis ma main là. Les faits de me jeter à terre, il n'y avait pas. C'est là où leur maman a entendu derrière. Elle demande de laisser ce type-là. Laissez le type-là, étant aveugle. Elle n'a pas moyen de sortir dehors. Elle ne connaît pas là, elle peut faire. Elle est morte étant aveugle. Elle est morte aussi, la crise cardiaque. Elle criait que les enfants me laissent. Il ne voulait pas. Il ne voulait pas. Et quand l'autre Valentin a compris la voix de sa mère là, il a dit, laissons. Ils avaient dit qu'ils vont mettre 2 cercueils, mon cercueil comme ça et celle de leur maman. Mais Dieu n'a pas accepté. Leur maman s'est avancée. J'attends mon tour chez le coiffeur, comme dit tout le monde. Et s'ils viennent vous trouver ici maintenant, vous allez faire comment? Fuir ou vous allez leur demander de se calmer? Peut-être il y a des gens, comme il y a des gens, je ne peux pas fuir. Je sais que les gens... je ne peux pas fuir. Je ne peux pas fuir. Mais si je suis seul, je ne les fouille même pas. Il a même fois arraché mon sac, aller fouiller. Même les papiers de la maison, il ne trouve pas. L'argent, il ne trouve pas. Je ne les fouille pas. Mais aujourd'hui, vous n'êtes pas chez vous, vous êtes ailleurs. Je suis ailleurs. Ils ont confisqué vos maisons. Ils ont confisqué mes maisons, mais nous sommes à la justice. La justice va trancher. J'ai pris ma réquisition hier du tribunal de cour d'appel. Comme ça. Alors, vous avez laissé vos vêtements là-bas? Qui vous a Les donné vêtements, c'est ça là, j'ai payé ça aujourd'hui. Hein. J'ai payé ça. Je suis allé même avec un huissier là-bas faire le constat. Aujourd'hui encore. Ils ont cassé ma porte. Donc, je ne pouvais pas porter un paquet à la main. Ça là, je viens de payer en route. Combien de fois ils vous ont bastonné? Oh, c'est chaque fois ou une fois? Plusieurs fois. Plusieurs fois. J'ai au moins 4 certificats médicaux. 4 ou 5. De 31 jours, 28 jours, 32 jours et 7 jours. Et ça n'a pas changé leur comportement? Ça n'a pas changé, surtout la folle qui est fille, la dernière. Vous la voyez, c'est ma photo. Pas que j'ai volé leur maman. C'est elle donc qui tape la main en me cherchant à me tuer. Elle a dit à la famille de sa mère qu'il va me finir. Donc je dois fuir la maison. Mais cette fois-ci, je fuis. Ce sont vos maisons, vous devez retourner là-bas? Non, comme j'ai fait le constat avec elle ici aujourd'hui, oui, je peux retourner d'ici lundi, soit samedi. Ils vont vous laisser entrer? Comment ils ne peuvent pas. Avec leur mari, ça ne me gêne pas.
Ça ne me fait pas peur. C'est ma maison. C'est ma sueur. Et je n'ai pas mangé un morceau de macabo ou un poisson que l'enfant a amené pour que prépare à papa. Personne. Quand ils viennent, c'est moi qui leur donne la nourriture. Ma femme prépare et je les paie la boisson. Ils boivent. Mes beaux-frères, ma fille, ses maris viennent chez moi, c'est sont eux. Je leur donne la bière, ils boivent. Si quelqu'un veut rentrer, je lui donne 1000 francs pour ne pas avoir des ennuis pour eux. Vous avez encore cet argent aujourd'hui? Oh, cet argent, maintenant, c'est maintenant que je n'en ai pas. Je suis devenu... La caisse ne paye plus comme à temps. Je ne sais pas depuis... Et vous vivez comment? Hein? Vous vivez comment? Vous mangez quoi? Non, je suis là chez ma sœur, la nouvelle, je mange. Quand elle prépare, je mange. Elle me garde la nourriture. Mais quand je suis à Bunaloka là-bas, je m'en vais là, il y a une vente, je prends un morceau de pain avec la viande, je prends une bière si j'ai l'argent. Le temps arrive, je m'en vais dormir. Comme ça. Vous parvenez quand même à dormir, à trouver le sommeil avec Je tout trouve, ça, avec non, la c'est lui qui va venir hein, à la porte, peut-être ils vont casser. Si casser la porte, moi aussi je serai armé. Je serai armé. Quand j'entends ma porte, c'est la tôle, j'ai payé une tôle à Bernabé. J'ai fabriqué la deuxième porte avec ça. Quand vous la cassez, je sais qu'il y a des ennemis déjà. Mais c'est comme, je n'arrive pas à comprendre. Vous gardez vos enfants chez vous, ils sont adultes, c'est vous qui rationnez, ils mangent, alors qu'ils ont 2 mains, 2 pieds et une tête pour réfléchir, ils ne vont pas travailler. Ce n'est que la fille qui ne travaille pas. Le garçon, lui, c'est un grand joueur. Il vend les joueurs, il amène les joueurs à Malabo. C'est pour ça qu'il a refusé du travail. Il devait me remplacer au port autonome de Douala. Chaque employé qui va en retraite à moins de 2 ans, on vous demande d'amener votre enfant. Si vous avez un enfant ou un cousin, vous le donnez. Mais lui, il a refusé, puisqu'il a son don, c'est le sport et les femmes. Je veux aller me chercher ma mort, pourquoi? Comme ça. Il est là. Maintenant qu'ils veulent donc... Il vient d'accoucher 2 enfants, l'autre de 7 ans. Et l'autre, ils étaient là chez moi, c'est maintenant qu'ils venaient de sortir, puisqu'on l'a tapé bien à la brigade. On l'a tapé, on l'a déféré même jusqu'à Niobel. Il a fait quelques jours là-bas. Avant qu'il est revenu au parquet, on lui a donné la liberté. C'est pour ça qu'on m'a donné le papier d'audience hier au parquet. Alors, qu'est-ce que vous voulez maintenant? Je veux que les enfants me libèrent, qu'ils me laissent ma maison. Qu'ils se mettent, ils sont plus des enfants que je dois encore les... C'est ma femme qui les nourrissait, c'est pas moi. C'est ma femme. Je ne peux pas leur dire, ne pas les donner. C'est ma femme qui les nourrissait. Maintenant, elle est morte. Ça fait 2 ans. Je ne parle avec personne. Personne ne me dit bonjour. Moi, si je ne dis bonjour à personne. Pourtant, ce sont vos enfants. Ce sont mes enfants. Ils sont chez moi. Ils sont là. Ma fille est là avec 2 hommes. L'autre, c'est un Caribien. Et l'autre, c'est un anglophone. D'accord. Vous voulez que vos enfants aillent habiter ailleurs et qu'ils vous restituent qu'ils me libèrent tranquillement. Ils sont plus de mineurs. Leur mère n'est plus avec moi. Ils ont enterré leur mère en Godi. J'ai fait le communiqué radio, j'ai fait tous les papiers pour emporter le corps au village. Ils ont pris le programme là, aller changer. C'est des bandits. Ils ont changé. Je suis resté, je n'ai rien dit. Enterré là, elle ne va plus revenir. Ou si je l'amène chez moi, elle ne va plus revenir. Comme ça. Je suis allé en Godi, moi seul. Personne de ma famille que vous avez vu. Personne n'a été dans la... Et justement, votre famille est très fâchée après vous parce que vous avez laissé la situation perdurer. Vous n'avez pas voulu demander à vos enfants d'aller se débrouiller, de travailler, mais vous êtes resté avec eux. Mais aujourd'hui, ils sont devenus... Le robot, le bourreau. J'ai cherché tout, mais je ne voulais pas qu'on m'élimine avant le temps.
Je suis en retraite, ça fait depuis 2001. Ça fait combien de temps? J'ai 17 ans de retraite. Mais qu'il y a des directeurs qui sont en retraite, ils ne font pas 2 ans. Les 7 millions, les 8 millions qui gagnent, ils n'en ont plus. Moi, avec mes petits 3 000 francs, je suis bien. J'ai supporté. Quand ma femme prépare ce qu'elle me donne, je mange. D'accord. Salomon Douglas, je rappelle que vous êtes... Bidias, vous êtes retraité et vous êtes âgé de 77 ans aujourd'hui. Oui. Vous n'habitez plus chez vous parce que vos enfants ont décidé de vous chasser. De me chasser. De la maison. Oui. Alors, vous dormez dans un canapé? Dans un canapé. Chez votre soeur? Chez ma soeur. Je dors dans un canapé. Vous n'avez pas peur qu'elle vous chasse aussi après? Non, peut-être d'ici, je suis là encore. Elle ne peut pas me chasser. C'est notre maison familiale. Elle ne peut pas me chasser. Mais vous n'avez plus de place là-bas? J'ai de la place. C'est moi qui est là comme le père de la maison. Elle me, vous voyez, elle ne fait rien. Elle ne fait rien. D'accord. Merci donc d'être venu sur ce plateau. Vous n'allez pas partir, vous resterez avec nous parce que simplement nous voulons inviter les téléspectateurs à suivre ce reportage qui a été réalisé avec la caméra de Samuel Tufa. C'est dans la nouvelle vie de Douglas qui aujourd'hui n'a presque plus de maison parce que ses enfants ont décidé de le chasser de cette propre maison. Ils ont occupé tout cela et ce n'est pas simplement le chasser mais le bastonner de temps en temps. C'est un peu effroyable. Si on s'en tient aux commentaires des membres de la famille que nous avons rencontrés, je vous invite à suivre le reportage. Juste après, nous allons recevoir les experts. Salomon, c'est mon frère de sang. Je ne peux pas lui laisser mourir parce qu'on a grandi ensemble, on a fait la vie ensemble. Comme j'ai vu que c'est le danger, j'ai dit viens dormir ici sur mon canapé. Parce que c'est pas lui. Il peut commencer à dormir en route, des gens lui voient comme un fou. Parce que tu as accouché des enfants avec une femme. Il faut qu'il te tue parce qu'elle veut prendre la maison. On ne prend pas quelque chose de quelqu'un avec la force. Douglas qui passe des nuits dans un canapé qui n'est pas le sien est pourtant propriétaire de plusieurs domiciles. À la suite des menaces, il a emporté ses vêtements dans un emballage plastique. Ses enfants, aujourd'hui âgés de plus de 40 ans chacun et qui ne sont jamais partis du domicile parental, veulent sa peau. Un enfant qui reste à 40 ans chez son père, ça veut dire qu'il ne veut pas progresser. Et les enfants qui l'accouchent, il va dire quoi? Moi je crois qu'il faut déjà savoir sortir, il faut savoir sortir tôt. Sortir tôt. Et là, tu as même l'avantage et tu as des possibilités de créer ta part de famille. Et normalement, à plus de 30 ans, tu ne dois plus être chez ton père. D'abord au préalable. Mais il reste que c'est ton père, c'est ton parent. Mais il ne faut pas quand même arriver à le précipiter à la mort parce que tu veux les besoins de la vie. Je dis, vends tes maisons, rentre à Bafia. De façon qu'on va te tuer comme le mouton. On lui tape. Regarde comment il est sale. Il n'arrive pas d'ouvrir la porte pour prendre ses habits. C'est ses enfants, mais si tes enfants te refusent, toi aussi tu dois faire comment? Hein? Bon, comme ils sont ses enfants, on doit lui tuer et rester avec des maisons. À l'époque, ses enfants étaient comme ça, comme ça, comme ça. Aujourd'hui, ses enfants disent que c'est une maison, alors moi je m'étonne. Je ne connais pas quel temps. Les enfants là sont conçus, même la fille là est bagarre avec lui. C'est Bidia qui a fait qu'il doit trouver la maison. Douglas est presque sans voix. Dans sa famille, c'est l'indignation totale. Comment comprendre que des enfants à ces différents âges habitent encore au domicile de leurs parents avec leurs femmes et enfants? Pire encore, l'unique fille de Douglas vit dans l'une des maisons de son géniteur avec ses 2 amants. C'est mon terrain que j'ai conçu. Et je suis là avec mes enfants, toujours dans la maison. Je suis là avec eux. Ils sont là dans ma maison. Pas qu'ils sont dehors. Ils viennent. Ils sont là tous. Ils ne veulent plus causer avec moi.
Mon premier enfant, Valentin, a une femme avec des enfants chez moi. Et puis le deuxième, lui, il a sa femme et sont séparés. Mais Anaki est dans la maison avec ses deux maris. Et la fille de son deuxième mari, sa fille a accouché, elle est là, dans ma maison. Et elle-même avec ses deux enfants garçons. Ce sont eux qui m'ont tapé le 23 et portaient les choses. J'ai épousé leur mère avec mon argent de travail, marié officiellement, signé mes actes par déclos à la salle de fête d'Aqua. Même les actes, c'est ici à Nobel où je suis né. C'est là où j'ai fait les actes. N'oublie pas de dire que quand ma femme est morte, les enfants ont dit qu'on n'enterre pas chez nous en Tchoko. Bon, maintenant, des enfants, comme on mettait des petits argent, des enfants prenaient, mettaient sous le sac. Des enfants ont pris la charge, enterré eux, maman. Et Bidias, il était marié officiellement avec sa femme. Avant d'épouser la femme là, il a trouvé la femme là avec 3 enfants. Il est venu chez toi, il a fait 3 enfants. Tes enfants propres, on te tape. Et prendre ta femme enterrée. Ils sont là pour faire quoi chez toi? Hein? Salomon Douglas n'a plus de vie. Ses enfants qui sont ses bourreaux aujourd'hui veulent tout confisquer. Sa famille qui s'active à faire la cuisine, non seulement pour l'ensemble des membres, mais également pour Douglas, pense désormais autrement. Vous avez désormais une idée de la nouvelle vie de Douglas, en tout cas, qui aujourd'hui subit les atrocités de ses enfants. Et là, parce qu'il habite désormais chez sa sœur et il passe des nuits dans un canapé, ce qui n'est pas logique pour quelqu'un qui a quand même construit 2 maisons. Et donc, sur ce plateau, nous allons recevoir nos invités. Je voudrais rappeler que c'était un reportage qui a été réalisé avec la caméra de Samuel Tchoufa, le chef opérateur de ce programme. Professeur Doukaya, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes égyptologue, écrivain, beaucoup d'ouvrages à votre actif. Oui, nous faisons beaucoup de recherches sur les antiquités africaines, sur les traditions africaines, et aussi pour avoir un peu, pour qu'en fait, l'Afrique ait vraiment une histoire, parce que vous connaissez qu'on connaît une histoire de notre culture, qu'à partir du moment donné, les africanistes sont venus avec donc leurs recherches. C'est eux qui nous ont dit qui nous étaient. Il fallait attendre les gens comme le professeur Cheikh Anta Diop, qui d'ailleurs, hier, le 7 février, nous avons fêté encore l'anniversaire de sa mort. Pourquoi? Parce que c'est important. Pourquoi il a joué un rôle important? Parce qu'il a fait ce qu'on appelle une rupture épistémologique. Une rupture épistémologique, ça veut dire que l'Afrique, pour la première fois, le continent africain, pour la première fois, on pouvait suivre depuis la naissance de l'homme jusqu'à aujourd'hui. Très bien. Alors, vous êtes avec nous, vous avez regardé le reportage. Quel est votre premier commentaire? Pathétique. Pathétique parce que on voit déjà comment il y a 2 générations. Vous voyez, moi je vois là, c'est pathétique parce que ça concerne quelque part toute l'Afrique, surtout contre les jeunes. Parce qu'on voit qu'il y a 2 générations. Et la première génération, c'est sa sœur qui, malgré l'état relais, elle a reçu son frère. Malgré les situations économiques, elle a reçu son sœur. Donc on sent une tradition, on sent une culture. Et la deuxième, c'est la jeunesse. Ces enfants qui n'ont plus pas de repères. Ben oui, et ça nous concerne. Puisque si un peuple ne peut plus donner à ses enfants ses valeurs, sa manière de penser, sa manière de conserver, voilà où on arrive. D'accord. Nous allons davantage développer ces volets tout à l'heure. Nous avons également sur ce plateau Maître Tchégué Louis Bernard. Bonsoir Maître. Bonsoir Flavien. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci Flavien, avocat au barreau du Cameroun et droit de l'homiste. Nous faisons dans les droits de l'homme. Très bien. Vous avez également regardé le reportage. Vous avez sûrement coulé une larme peut-être. C'est avec beaucoup d'émotion que j'ai regardé ce reportage jusqu'à la fin. Mais l'analyse aussi froide et têtue de cette situation dessine un peu l'environnement dans lequel nous évoluons. Et quel est le sort qui est réservé à notre société dans les jours à venir. Parce qu'il est inadmissible lorsqu'on s'essouffle pendant une jeunesse avec tant d'énergie pour se bâtir un empire, dans l'espoir de préparer ces jours où on n'aura plus de l'énergie
pour chercher. On se trouve en ce moment T où on devient un majeur incapable, en face des bourreaux qui ne sont autres que vos propres enfants. Le monde à la dérive, Flavien, c'est comme ça que je peux résumer ce que je viens de voir. Merci. Merci d'avoir accepté notre invitation. Alors, Mbombok Bengan, bonsoir. Bonsoir, Flavien. Vous êtes autorité traditionnelle? Absolument. Oui. Vous êtes avec nous également. Vous avez aussi regardé ce reportage. Quel est le sentiment qui vous anime? Le cœur meurtri. C'est-à-dire qu'à la suite du professeur Doukaïa, j'ajouterais que, comme initié africain, il y a un côté, je vais davantage développer le côté spirituel. C'est des enfants maudits. Ils ont pris une malédiction que personne ne passera demain s'ils continuent ce chemin-là. Et c'est triste qu'un parent comme lui regarde ses enfants qui vont se détruire eux-mêmes. C'est vraiment triste. Et c'est avec le cœur meurtri que je regarde la souffrance de ce monsieur. Mais le drame, c'est le modernisme, je n'en sais rien. Bon, parce qu'il y a des termes que vous utilisez aujourd'hui que dans notre tradition africaine, nous ne connaissons pas. Mais nous disons, c'est la déviance. C'est la déviance, c'est la déviance. Mais c'est avec un cœur meurtri, vraiment. Très bien. Docteur Ngandjif Nacharl, bonsoir. Bonsoir. Lorsque je vous ai proposé ce sujet, vous avez dit qu'il fallait forcément dire quelque chose parce que la société est en dérive, carrément. Disons que c'est le déplacement des curseurs de notre morale, mais vous me permettrez avant peut-être une analyse de fond de sacrifier à un rituel de confraternité ou bien de collégialité, puisque j'y vois des collègues et des étudiants en puissance derrière à qui je voudrais particulièrement dire bonsoir. Je suppose que derrière les uniformes sont des futurs étudiants. Alors pour revenir sur le fond du sujet, je crois que mon commentaire en off c'était évidemment ça, parce que la relation des faits atteste d'un déplacement d'une morale des individus écervelés qui ont mis de côté la dimension civique et citoyenne, parce que véritablement ils n'ont pas une éducation. Et par la morale, toutes les religions du monde, excepté peut-être les vocations sectaires, disposent que l'enfant doit honorer ses parents. Donc c'est des actes rébarbatifs, des conduites irrévérencieuses dont témoignent ces enfants que de lever la main sur quelqu'un par qui on est venu au monde. Donc c'est en fait renier ou bien traduire toute la négation de l'humanité et puis encourir toutes les malédictions possibles. Alors, je rappelle que vous êtes sociologue et enseignant à l'Université de Douala. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Professeur Doukaïa, une question. Qu'est-ce qui peut motiver les enfants à agir de la sorte? Ou encore, peut-être comprendre qu'un parent qui continue de garder les enfants d'un certain âge dans son domicile. Oui, il y a ces deux problèmes. Il faut comprendre que nous, les Africains, surtout la deuxième génération, est un peu hybride. C'est-à-dire qu'on n'est ni africain, ni postmoderne, ni vraiment européen. Parce que si c'était vraiment des Européens ou des chrétiens, c'est marqué dans la Bible, tu honoreras ton père et ta mère pour que tes jours soient longs et heureuses. Ça veut dire que ça, c'est déjà, même si ce n'était pas des vrais enfants qui sont dans le modernisme, ou bien dans ce qu'on appelle aujourd'hui, ça existe. Mais encore pire, parce que dans la tradition africaine, moi j'ai connu, c'est pas la première fois, je connais quelqu'un ici à Douala, à Akwa, qui était aussi comme ça, arrogant, il avait beaucoup d'argent, il allait en France, et un jour il a giflé sa maman. Il a giflé sa mère. Et je vous assure qu'après, quand je suis arrivé, actuellement, cette personne, il implore la mort. Parce qu'il est dans un état, les pieds sont gonflés, il est clochard. Et même la mort le refuse. Tu vois, mais si, même la mort le refuse. Alors, mais là aussi, mais c'est pas simplement de blâmer, c'est qu'est-ce qui s'est passé dans notre société. C'est ça qu'il faut voir les entrailles. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui peut amener des enfants? Parce qu'il n'y a pas de repère, il ne sait même pas ce que c'est qu'un enfant. Lui, il a travaillé, bon, il a une tradition, il essaie de d'aimer ses enfants. Alors, quand on regarde un peu chez les Européens, à 18 ans, mais le papa vous chatte de chez eux. À 18 ans, on vous chatte de la maison. Vous allez vous démerder, et à 23 ans, vous venez, vous dites, papa, j'ai réussi, et c'est comme ça. Et dans la tradition africaine, le premier mois, quand vous avez travaillé, vous avez été étudiant, quand vous avez un travail,
mais le premier mois de votre salaire, vous venez humblement vous le donner à votre papa. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais c'est le papa qui dit que, oh, enfin j'ai réussi. Ça veut dire qu'entre le père et le fils, le fils dit, papa, je suis plus un enfant, je suis déjà un grand. Et le père dit, mais j'ai réussi ma vie, puisque j'ai permis à cet enfant d'être un homme. Voilà déjà la traduction, ce que nous vivons. Alors quand on voit ça, c'est-à-dire que, mais c'est normal, tu quittes, on n'est plus qu'à Paris, tu quittes, tu vas louer une chambre, une maison à Douala. Tu fais des enfants. Mais qu'est-ce qu'ils sont? Ils n'ont pas de grand-père, ils n'ont pas de rituel, ils n'ont pas de culture. Il ne sait pas s'ils sont Bassa, s'ils sont Bafia, s'ils sont Camerounais, s'ils sont Africains. Ils n'ont pas de repère. Seul repère, c'est le football. C'est-à-dire quoi? Ben, comme d'habitude, les enfants africains ne rêveront jamais d'être des médecins, des avocats, autre chose. Qu'est-ce qu'ils vont rêver? Des chanteurs, je ne dis pas que c'est mauvais. Mais c'est la raison le plus fort. Il va être formé, il va être comme Eto'o, il va avoir beaucoup d'argent. Et il a l'argent. C'est une puissance, l'argent dans les bras. Mais la puissance dans les bras, c'est aussi le feu qui te tue. Parce qu'avec cet argent-là, tu ne sais même pas comment le dépenser. Ouais, donc c'est ça qui met cette ambiguïté. Un enfant dit, on dit souvent que science sans conscience est ruine de l'âme. Mais quand tu as de l'argent sans culture, mais c'est encore c'est pas possible. Donc qu'est-ce que doit faire notre corps? Heureusement que vous êtes là aussi à travers la télé. Parce que n'oubliez pas qu'on n'a plus de repères. Quand il dit Bafia, qu'est-ce que ça veut dire être Bafia? Qu'est-ce que ça veut dire être Bassa aujourd'hui? Pour un gars qui habite à Daïdo ou à Douala ici, on ne sait pas ce que c'est. Très bien. Alors, Mbambok Bengan, vous êtes autorité traditionnelle, mais avec vous, on veut comprendre un peu ce qui peut arriver à un parent qui accepte quand même qu'après 15 ans, 20 ans, 30 ans, 40 ans, qu'il continue de garder les enfants dans la maison. Qu'est-ce qui peut pousser à ce qu'un parent accepte ce genre de choses? Ce sont des enfants ou c'est le parent qui... Non, c'est deux choses fondamentales. La première, c'est que le géniteur aime accompagner ses enfants. Dans la tradition africaine, on accompagne l'enfant, la fille comme le garçon. Maintenant, il s'est trouvé que dans le... Bon, c'était un choc, il ne faut pas le nier, le culturel qui est arrivé. Donc l'Africain qui envoie ses enfants à l'école, qui travaille chez le blanc, comme on dit, parce qu'il a parlé tout à l'heure du salaire, ça n'existait pas. Il s'est donc trouvé que ces deux civilisations-là se sont entrechoquées. Et beaucoup n'ont pas, avec l'amour de la compagnie de l'enfant, ils le guidaient. Effectivement, dans la tradition africaine, pour accompagner l'enfant, on lui disait, même si tu travailles sur le blanc, voilà la formule qu'il a développée. Mais, traditionnellement, qu'est-ce qui se passe? D'abord, le garçon. Vous avez dit, le papa, il a quitté ses parents à 23 ans. Ça veut dire que lui, il a été élevé dans la tradition africaine. On sait que d'abord, à leur époque, on te circoncis à 10 ans. Et quand on te circoncis, on commence à t'initier, pas seulement au Mbok ou chez les Beyumbabato ou quoi que ce soit, ou l'Nkunga, non. On t'initie à la vie. À la vie, la jeune fille, quand on commence à avoir 12, 13 ans, commence à avoir les seins, sa maman l'initie à la vie. Et pendant la puberté, notamment 16 ans, 15 ans, papa doit savoir si vous connaissez déjà les femmes. Parce qu'on vous prépare déjà 18, 20 ans plus tard, vous devez quitter la maison familiale. Et généralement, quand il se rend compte que, effectivement, vous avez une fiancée, si vous ne trouvez pas, on vous trouve une fiancée. Généralement, on vous envoie. Chez nous, ça on appelle Nyandom, donc chez tes oncles maternels, là où ta maman est venue. Quand bien là-bas, et tes oncles t'accueillent, jeune garçon, ils t'amènent quelque part où tu peux trouver une fiancée. On te ramène donc chez le père. On organise et tout, et papa te montre un terrain et te dit, tu vas construire ici, ton champ, tu le feras là-bas. Voilà ce qui était fait traditionnellement. C'est ça, donc malgré le la rencontre avec l'Europe qui est venue avec les entreprises, avec les petits, c'était toujours le même cas. Vous vous rendez compte que cette génération-là, papa dont on a vu tout à l'heure, il y en avait même qui avaient eu même des bourses en Europe. Et c'est papa et maman qui te disaient, on a trouvé une fiancée pour toi. Et ils l'acceptaient de gaieté de cœur. Ils venaient, ils se mariaient, on les accompagnait. Voilà un peu. Donc, pour lui qui est venu à Douala, vous avez entendu, il a vendu les journaux. Il le sait parce qu'il rentre à la maison. Il épouse une fille qui n'est pas de sa tribu. Il la ramène.
chez lui, à Bafia, Ngoro, il l'a dit. Ils font 3 enfants. Voilà, normalement, quand la femme décède, il veut l'amener, l'enterrer chez elle. Ses enfants s'opposent. Précisément, c'est des enfants qui n'ont pas de culture. Ça veut dire qu'ils n'ont même pas respecté leur papa. Même leur maman qui était devenue aveugle, ils l'ont pratiquement, ils les ont tapés. Parce que chez nous, en Afrique, quand tu parles, tu tiens des propos malveillants à ses parents, ça veut dire que vous les avez tapés. Et c'est là où commence la malédiction. Et cette malédiction-là, j'ai dit, même si vous faites 10 millions de jeûnes de prière, vous dormez même au Vatican, je ne sais pas où, à la Mecque, vous ne pouvez pas les effacer. Vous ne pourrez pas les effacer. Donc ces enfants, j'ai plein les sorts. C'est-à-dire que même si leur papa venait à pardonner, ils ont fait parce que l'amour paternel peut l'amener, ils seront toujours maudits. Très bien. C'est-à-dire qu'il faudra faire un rituel conséquent pour être là. Donc c'est cet amour-là qu'on a fait. Et pire encore, ils viennent enterrer leur maman. Ce n'est pas leur épouse. C'est leur maman. Ils l'arrachent de la famille. Donc en fait, ce n'est même pas de personne qui se marie. C'est la femme, la famille du gars, il est Bafia. Donc c'est une femme Bafia qu'on a enterrée ailleurs. Comment ils vont faire pour régler ça demain? C'est compliqué pour eux. Pratiquement compliqué. Alors, Dr Gadjifna, on peut quand même écouter. On a écouté Douglas sur ce plateau qui dit c'est par amour pour son épouse qu'il a laissé ses enfants habiter à la maison. Et même s'ils sont âgés de plus de 40 ans aujourd'hui, est-ce que ce n'est pas un problème quelque part? C'est pas l'amour, c'est vrai, comme il l'a évoqué, et que ça peut apporter autre chose aujourd'hui, cet amour qui se retourne contre lui carrément parce que ses enfants sont devenus ses propres bourreaux. Je crois que c'est un amour qui est allé au paroxysme et puis s'est transformé en désamour. Mais je crois que le problème fondamental, c'est peut-être de questionner quand même 2 aspects fondamentaux de ce qui peut apparaître comme laxisme aussi du côté du père. Parce que les foyers essentiels de socialisation de l'enfant, il y a la famille, il y a l'école. C'est-à-dire l'enfant a un certain nombre d'années à passer en famille où on peut déceler quelques caractères vicieux ou les traits de personnalité de l'enfant. Alors, est-ce que dans la phase de socialisation familiale, le père, la mère n'ont pas vu certains caractères récidivistes se dessiner? Maintenant, au-delà de la socialisation familiale, la socialisation éducative au niveau du primaire, du secondaire, je ne connais pas leur profil, mais je suppose qu'ils ont quand même une éducation scolaire de base. Alors, ils sont quand même allés à l'école, mais à un certain niveau. Voilà, au niveau du suivi scolaire qui constitue quand même le relais de l'éducation familiale. Est-ce qu'on n'a pas vu en ces enfants des enfants qui manifestaient un certain nombre de conduites inciviques? Je crois qu'il y a quand même ces 2 aspects de socialisation qu'il fallait y voir. Mais d'une manière générale, je crois qu'il n'y a aucun parent qui peut régner son enfant, quel que soit l'âge. Parce que la situation se pose aujourd'hui, c'est à cause des caractères déviants et anomiques que ces enfants adoptent. Ils se seraient bien comportés parce que, évidemment, quels que soient les atouts dont on peut disposer, ce n'est pas tout le monde qui est porté à avoir un emploi pour se prendre en charge, quel que soit l'âge. Ça, vous convenez avec moi que le chômage fait partie de la réalité. C'est un fait social total. Donc, le père... Oui, ça peut arriver à un enfant, mais pas aux 3 quand même. Non, ça peut m'arriver à une centaine, il y a une récurrence. La généralité, c'est au niveau de la borne de 90%, donc on peut même avoir 9 enfants sur les 10. Ça, c'est possible. C'est une coïncidence, c'est une contingence qu'on peut admettre. Le problème véritable qui se pose, c'est le problème de la conduite de ces enfants. Il a 2 maisons. Et je crois que pour son propre compte, il y a des parents qui ont cédé leur domicile à leurs enfants, ceux qui se sont bien comporter. Le problème véritable, c'est que ces enfants adoptent des comportements qui n'honorent pas le parent. Et il se sent donc blessé dans son amour et rabroué dans ce qu'il aurait attendu comme amour filial de ses enfants. Et en regardant le dur labeur qu'il a eu partant de sa position presque orpheline, parce qu'il a commencé à 23 ans. Donc il se serait attendu à un sursaut d'orgueil des enfants pour faire un peu plus que le père. Or, malheureusement, c'est l'effet inverse qui s'est produit et on se retrouve donc dans cette situation d'amour qui est devenue désamour et qui est devenue pratiquement une malédiction. Alors, Douglas dit que lui, il a grandi, en tout cas, il a grandi avec ses parents. Il a 23 ans, il est sorti, 24 ans pratiquement, il est sorti de la maison pour aller se chercher. Il a construit sa vie
dans cette débrouillardise. Il a construit des maisons, il a épousé sa femme, mais ce n'est pas le cas avec ses enfants. Même si ses enfants aujourd'hui sont allés chercher des femmes ailleurs, revenir encore habiter avec eux dans la même maison. Comment comprendre ce phénomène-là? Merci Flavien de me donner la parole par rapport à cette situation que je qualifierais d'un conflit de tradition. Parce que j'ai suivi avec beaucoup d'attention le récit, mais au fond, il s'agit effectivement d'un conflit de tradition. Le père, que je pourrais qualifier de Bantou comme moi, a bien voulu à un moment que ses enfants respectent la tradition Bantou. Parce que chez nous les Bantous, et plus précisément dans le Grand Ouest, chez nous les Bamileke, à partir de 18 ans, le père commence à dire à son garçon, tu cesses d'être sur ma surveillance dans la grande maison, la chambre de dehors, tu l'occuperas désormais. C'est l'initiation à la responsabilité. Quand vous êtes dehors dans une chambre hors de la grande maison, vous savez que vous devez veiller sur votre propre sécurité et sur vos biens dans cette chambre. Et que vous avez déjà atteint l'âge de la maturité. Vous devez prendre déjà le rythme de l'initiation à la vie individuelle. Vous devez progressivement. C'est un cheminement tactique. On vous détache progressivement de la tutelle paternelle pour vous amener à prendre l'initiative de vous responsabiliser. Et c'est ça dans nos traditions bamileke. Et je voudrais dire que le père est bien revenu là-dessus. Parce que dans son récit, il dit, lorsque j'ai voulu rappeler à mes enfants qu'il est temps pour eux d'aller se chercher, par amour pour mon épouse, qui était dans une situation critique et je ne voulais pas qu'elle choque, je me suis tué. Et c'est ça, je dirais bien, Flavien, vous avez choisi ce thème qui tombe effectivement en pleine semaine de la jeunesse. Et c'est devenu le train quotidien. Le cas du père qui vient d'exposer est un cas dans 1000. La jeunesse d'aujourd'hui, c'est le prêt à manger. On ne connaît pas comment, on va chercher. Le père vous dit qu'à 23 ans, il quitte le domicile familial. Il vend les journaux. Après les journaux, il s'engage au port autonome. Il construit une maison. Il construit la deuxième, espérant que demain, lorsqu'il n'aura plus de force, il va bénéficier pendant sa retraite des fruits de cette jeunesse. Quel bel exemple voulez-vous que cet homme donne à ses enfants s'il n'a pas posé des actes d'éducation concrets qu'un père peut montrer à ses enfants? Mais par l'amour pour son épouse, il est resté dans cette logique. Effectivement, il est même allé très loin. Il a même voulu contrôler si ses enfants allaient à l'école. Et c'est le premier des devoirs d'un père. Parce que nous sommes à la croisée des chemins, nos traditions avec l'entrée du modernisme. Le père voulait savoir si ses enfants allaient aussi à l'école du blanc. Mais il vous a dit quelque chose de très pathétique qui devait déjà sonner l'alarme dans sa tête. Lorsqu'un enfant négocie son ticket d'inscription pour rentrer faire le baptisme au quartier, ça c'est, les clignotants sont au rouge. C'est un danger pour le père. Le père devait déjà se prémunir du film qu'il vit aujourd'hui. Il avait déjà eu les signes précurseurs qu'il avait des délinquants dans sa maison. Mais comme un père ne peut pas, ipso facto et personnellement, dire à ses enfants que quitter la maison, parce que la protection maternelle, la protection paternelle est un droit naturel. Même si votre fils est grand bandit international, lorsqu'il fuit, franchit le seuil de votre maison, le père a l'obligation de le protéger. C'est un phénomène qui ne vient même pas du père, c'est une relation naturelle, cette protection. Il a bien voulu protéger ses enfants, mais voilà le résultat qu'il reçoit aujourd'hui. Mais je dirais à la jeunesse d'aujourd'hui que c'est extrêmement dangereux un tel comportement. Par signe d'orgueil, ces enfants devaient aujourd'hui revenir dire au père, tu as fait 2 maisons, moi j'en ai construit 4. C'est ça l'orgueil d'une jeunesse, pour dire au père, tu m'as initié à me débattre dans la vie, voilà ce que j'ai fait. Alors, mais pour éduquer cette jeunesse, Flavien, je voudrais dire que dans mon prochain propos, je vais leur dire le traitement amer que les réserve la loi. Très bien. Bon, Bengan, on sait quand même, il a évoqué qu'à l'Ouest, par exemple, à 18 ans, on peut déjà vivre hors de la grande maison, avoir une chambre à côté. Ça, c'est pour des parents quand même responsables, ceux qui ont réussi à construire. Il y a beaucoup qui n'ont pas eu cette possibilité, mais qui sont quand même, sont toujours dans la même maison. Ça fait toujours problème. Oui, mais c'est effectivement un problème. Je veux dire, quand les deux civilisations, j'allais dire européennes, occidentales,
et la civilisation africaine se sont rencontrées. Et il n'y a pas eu de préparation préalable. Donc nous aimons dire souvent que nous avons été agressés. Effectivement, je pense que Tchèque Amidouka nous le démontre, même lorsque la Grande Royale, même là aussi, je pense que le sociologue est là, il nous dira, parce que les enfants, nous sommes à la semaine de la jeunesse, doivent savoir que la femme avait sa place, parce que c'est la Grande Royale qui annonce à la nuit que l'école des Blancs est arrivée. Il faut quand même qu'on y aille. Mais ce qu'on va perdre, vaut-il ce qu'on va y gagner? Elle dit non. Mais allons-y quand même, parce que allons apprendre à vaincre sans avoir raison. Voilà une femme qui parle lorsque les grands problèmes de la société se posent. Donc, il s'est donc trouvé qu'il y a effectivement, dans beaucoup de nos familles, beaucoup de nos sociétés, cet amour, attendez, l'a fait que même lorsque l'enfant va à l'école des Blancs, il devient médecin, avocat, tout ce que vous voulez, enseignant, parce que c'est d'abord l'enseignant qui le veut, là, administrateur civil et autres. Le premier salaire qu'il a mené. C'est-à-dire, tu venais, tu ne construisais pas, tu viens d'abord dans la maison familiale. Et là, on s'organise. Toi qui as fait l'école, est-ce que tu as trouvé une femme, tu as un fiancé? Parce que c'est là, d'abord. Et même à l'Ouest, quand il est dit, parce que on a conservé une certaine culture, nous également. Donc, on vous dit, qui est ta fiancée? Parce qu'il regarde l'évolution de la blonde. Et surtout également de la fille, parce que c'était inadmissible qu'une fille accouche chez elle. C'est comme si les parents avaient raté l'éducation. Mais plus ici encore, c'est plus pire. Elle a 2 épouses. Ben, peut-être le maître nous dira tout à l'heure, mais c'est des situations inacceptables. Donc, en fait, lorsqu'on arrête, on ne peut pas reprocher tout à fait aux parents de l'avoir fait. Parce que cette civilisation-là qui est venue, j'allais dire, empiéter sur la nôtre et nous donner d'autres chemins qu'on ne connaissait pas, mais on l'adopte. On essaie de faire une synthèse, mais tout en gardant son identité. Mais bon, est-ce que ce n'est pas la faute à ce père, Douglas par exemple, lui aussi, même si il avait de l'amour pour son épouse, il devait au moins comprendre qu'à la longue, si je continue de garder ses enfants ainsi, il pourrait devenir autre chose. Non, la faute ici pour le père, du moins pour les deux, que ce soit pour la maman qui est, je dis, décédée, que tu as pour lui, c'est d'avoir coupé le lien familial. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire qu'en fait, de dire que les enfants, c'est des bafias. Dans la famille de l'homme, comment c'est organisé? C'est-à-dire qu'il est lui-même entré un peu dans le modernisme en disant « je gère ma famille ». C'est vrai, c'est vous qui devez gérer parce que lorsque vous construisez même votre papa vous dit « je viendrai vous rendre visite ». Donc, mais on ne laisse pas l'autre famille nucléaire. Donc, on doit savoir qu'au sein de la famille, vous avez vu comment il a été accueilli par sa sœur. Donc sa sœur, ses autres frères et les autres devaient savoir quelle situation il vit, comment les grands-enfants grandissent. Et généralement, il peut avoir des renforts là-bas. Parce qu'un autre peut venir, un oncle, un de ses frères ou de ses sœurs peut venir gronder et dire aux enfants, mais attendez, vous êtes en train d'aller à la dérive, vous êtes en train de ceci. Et ça donne encore plus d'autorité aux parents, pour mieux asseoir l'éducation des enfants, quand disait maître tout à l'heure, lorsqu'on constate ces dérives. Mais il les a pris, ces dérives-là, en lui, et pensant vouloir gérer et tout, et de fil en aiguille, et ils ont échappé. Et justement, je termine par là. J'ai vu ça dans certaines entreprises, c'était une très bonne chose également, c'est que quand un père va à la retraite, on lui dit, est-ce que tu as un enfant qui peut travailler? Et puis c'est dans plusieurs entreprises ici. Et voyez le comportement de garçon. Il refuse pratiquement. Il est tout familier, il fait le football, il ne réussit pas, il devient agent de joueur. Bon, agent de joueur, oui, apparemment ça rapporte même beaucoup d'argent. Pourquoi ne pas acheter donc de terrain? Donc en fait, c'est là où je dis, les deux parents avaient fauté en, j'allais dire, en rompant avec le socle familial qui les liait. Sinon, parce que là aussi, le socle familial l'aurait même aidé à prendre son épouse et aller l'enterrer au village comme il l'avait envisagé. Parce qu'il a dit qu'il avait même creusé une tombe là-bas. Donc les enfants, c'est leur maman, ce n'est pas leur épouse. Donc c'est lui qui a l'autorité sur le cadavre de son épouse et il devait l'amener en famille. Alors, professeur Doukaïa, vous parlez plus de l'Afrique. On sait quand même qu'en Afrique, il y a beaucoup de traditions qu'on devrait respecter. Il n'y a pas que le cas de Douglas, il y a beaucoup d'autres familles aussi. Aujourd'hui, on observe qu'il y a des enfants qui continuent de vivre sous l'aile de leurs parents. Ils ne veulent pas aller habiter ailleurs.
Est-ce que ça n'a pas un impact dans le quotidien même de ce parent qui est encore avec son épouse, par exemple, mais un enfant qui vient dans la même maison avec une jeune dame et la jeune dame qui vient dans la même maison avec un jeune homme, ça a un impact dans la vie quand même. Ben oui, mais moi je pense que ce monsieur ne pouvait pas. Quand on voit son profil, il était vendeur, tout, il a réussi à travailler au port de Douala et il a eu une femme. Mais ses enfants étaient, vous savez, il y a une pression de la ville. La pression de la ville de Douala ou d'autres, Yaoundé, en réalité, ce sont des villes modernes qui se comparent comme Paris, New York. C'est-à-dire qu'on commence déjà à vivre une pression. Ce monsieur, comme je vois, il ne pouvait pas assumer ses enfants. Parce que quand ses enfants étaient à la maison, ils étaient avec lui. Mais quand il était dehors, mais il était dans un autre environnement. Il était avec d'autres relations. Et il n'y avait rien du tout pour le guider. Et c'est ça, parce qu'on dit souvent chez nous que le jeune va vite, mais le vieux connaît le chemin. Il y a la puissance de la jeunesse, mais il faut connaître le chemin. Ces gens, ils avaient la puissance. En plus, quand ils, soi-disant, réussir, moi, je ne crois pas du tout que quand une femme, quand sa fille amène 2 enfants, c'est qu'il y a eu déjà quelque chose qui s'est passé entre lui, dans sa maison, et l'extérieur. Et c'est ça que je pense qu'il y a un danger aujourd'hui. Ce n'est pas que le cas de Douglas. Dans plusieurs familles aujourd'hui, on observe. Et nous attendons dessus. C'est pour ça que nous, on se bat beaucoup pour que, au niveau de l'université, au niveau des gens, que la culture africaine, la pensée africaine, parce que même dans nos écoles, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On n'a pas la culture, il y a une image négative même de l'Afrique. On parle de corruption, on parle de l'incision, on parle... Et quelque part, il y a un dégoût même de la jeunesse africaine par rapport à notre continent. Oui, c'est vrai. Il y a un dégoût. Et quand on attrape le modernisme à travers des objets comme le smartphone, ou bien comme la télévision, ou bien on se dit mais qu'on sort un peu de quelque chose d'une oppression. Ce monsieur, il voit son père d'une façon négative, ou sur lequel il ne peut pas se reconnaître. Il ne peut pas se reconnaître. Ce monsieur, lui, il est dehors, il va à Bolabo, il rencontre des gens, il prend l'avion, il est dans les super hôtels, mais il ne connaît pas son père. On le voit, cette culture-là, il y a vraiment une déviance culturelle. Et je pense que vous devez jouer un rôle important, la télé. Parce que l'école n'est pas suffisante. Vous avez parlé tout à l'heure de l'école, mais l'école, il n'y a pas encore une école africaine dans le vrai sens du mot. Parce qu'on n'a pas encore réconcilié nos humanités classiques. C'est pour ça qu'on bat une humanité classique avec l'Afrique. Où est l'Europe aujourd'hui? Mais l'Europe était dans le noir comme ça au Moyen-Âge. Elle est en train de retourner dans le noir. Mais oui, ça fait mariage pour tous et tout ça, avec dans le noir. Ben oui, le noir, il était dans le noir avec le Moyen-Âge. Dans le Moyen-Âge, le chef du village avait le droit de cuissage. C'est-à-dire que toute fille qui allait au mariage passait d'abord dans le lit du chef. Je parle en Europe. Il a fallu qu'il fasse une renaissance pour comprendre. Mais c'est quoi la renaissance? C'est la Grèce et Rome. Quand on parle de Sénat, quand on parle de République, quand on parle de vote, quand on parle de loi, parce qu'ils ont donc réintégré, ils sont devenus les premiers. Et les Chinois aussi, c'est pareil. Les Chinois, c'est ça. Alors nous, c'est qui? Quand Bombok dit tout à l'heure que c'est important, quand on parlait d'initiation, nous, on a une vision du monde. Le monde est binaire, le monde est masculin et féminin. Absolument. Quand vous êtes un homme, à l'âge de 7 ans, vous avez le 3 et le 7, vous avez 7 ans, il faut qu'on commence à vous dire qu'est-ce que c'est qu'un homme dans la société, même dans le cosmos. Parce que vous devez jouer un rôle ici-bas. Est-ce que vous pensez que ça a manqué à Douglas? Ah oui, Ah oui, absolument. Moi, quelque part, je ne les en veux même pas. J'ai même pitié de... Quelque part, moi, je ne parle même pas de... qu'ils sont maudits et tout ça. Non, non, mais ils le sont pour ça. Oui. Ils sont maudits. Mais ça nous concerne nous-mêmes. Moi, je crois que ça nous concerne, nous, intellectuels. Nous, les enseignants, ça veut dire qu'on n'a pas réussi. Il faut pas, oui, quand votre enfant ne réussit pas, vous êtes aussi coupable. Alors, docteur Ngadjivta, lorsque les parents sont ensemble, en fait, ils sont dans la même maison, ils se comportent, ils ont un comportement qui ne cadre pas avec les réalités que l'on voudrait voir. Les enfants regardent tout ça. Est-ce que ça n'a pas également notre impact sur le développement de ces enfants-là aujourd'hui? Effectivement, c'est ce que le professeur semblait dans sa chute si bien développer. Ça pose un problème évidemment de pédagogie. Et
pour entrer peut-être dans le jargon, peut-être de l'enseignement, un problème de docimologie, donc de transmission des connaissances aux enfants. Donc ça veut dire qu'il y a quand même ce devoir manqué des parents de n'avoir pas su inculquer le potentiel de bonnes règles de conduite qu'ils avaient aux enfants. Donc ça pose véritablement ce problème de transmission, d'éducation, du devoir d'éducation de ces enfants. Naturellement, ça ne peut que se ressentir au niveau de cette situation-là. Et il faudrait quand même regarder au fond. On connaît les travaux, quelqu'un qui travaille au port. Je ne pense pas que c'est une tâche qui mettait totalement le père en dehors du cadre familial pour n'avoir pas le temps d'assurer un suivi minimum des enfants. Je ne pense pas, je ne connais pas l'écrémage de fonctions portuaires, mais je pense que étant dans la ville, il passait quand même un certain nombre de temps avec ses enfants. Tout au moins dans la dimension qu'on connaissait. Le profil de la maman, je pense qu'elle n'avait pas une occupation particulière, donc était quand même à proximité des enfants pour essayer de déceler ces comportements qui étaient en gestation. Parce qu'on n'est pas parti du jour au lendemain. C'est quand même un processus étalé dans une longue durée qu'on aurait pu peut-être stopper. Donc il y a quand même cette responsabilité, cette approche pédagogique, cette approche de transmission de connaissances ou d'éducation qui a quand même manqué du côté des parents. Maintenant, du côté des enfants, effectivement, ce problème culturel se pose. Il y a quand même un orgueil qui devrait pousser les enfants à dire qu'ils doivent pousser les bornes au-delà de là où le père a laissé. Quelqu'un a pris une illustration assez expressive de dire que si le parent a pu construire 2 maisons, leur challenge devrait être que, bon, de la situation qu'ils avaient. Lui, il n'avait pas un parent qui avait soit de l'eau, soit de la lumière, qui pouvait subvenir aux besoins basiques. Il a pu en avoir 2. Mais eux qui ont bénéficié quand même de quelqu'un qui, à la fin de mois, avait une rétribution, devraient aller au-delà. Donc, c'est ce sentiment de personnalité, de responsabilité qui devait animer ces enfants. Mais tout commentaire porte quand même à croire qu'il y a quand même eu une faillite ou une défaillance de l'éducation quand même de ces enfants. Et peut-être un bémol aurait pu être mis aussitôt, parce que continuer à héberger des enfants jusqu'à 40 ans, il fallait peut-être rompre à un moment, même s'il fallait les mettre dans la rue, c'est-à-dire les mettre face à leurs responsabilités, mais pas continuer éperdument à pêcher du poisson pour ces enfants, alors qu'il aurait dû les mettre dans la rue pour qu'ils se débrouillent finalement. Donc il y avait quand même, et quand je vois la narration de faits, il dispose quand même d'un certain niveau pour comprendre qu'il y a des juridictions pour essayer de traiter ce genre de sujets. Il y a les affaires sociales, ainsi de suite et autres, et la rupture également du noyau familial. La société africaine est une société essentiellement structurée par la solidarité mécanique. D'accord. Alors, donc, le reste de la famille aurait pu jouer, mais quand vous voyez l'amertume, vous voyez le ton corrosif adopté par la maman dont je n'ai pas pu retenir le nom, vous comprenez qu'il y a d'abord l'effet de surprise. Donc, c'est une situation que le père a essayé de gérer d'une manière trop introvertie, qui finalement le bateau a pris de l'eau de toutes parts, et que les autres membres de la famille n'étaient pas véritablement au courant. Et je crois que Bombok l'a bien dit, les autres membres, les frères, les tantes, ainsi de suite, auraient pu se verser à l'eau, qu'on aurait pu peut-être sauver quelques souris qui sautaient du bateau. Alors, maître, vous avez vu également, et dans le récit aussi, que le père, il a quand même ouvert la bouche, il a montré moins 2 ou 3 dents qui sont tombées, parce que ses enfants sont devenus extrêmement violents. C'est aussi de la malédiction, on va le dire. Taper sur son parent. Taper sur son parent, c'est une malédiction, mais une malédiction comme on ne voit pas la couleur de la malédiction. Le législateur l'a qualifié de violence sur ascendant. Violence sur ascendant, qui est prévue dans les dispositions des articles 351 du Code pénal, qui dispose ceci à l'attention de mes jeunes frères qui m'écoutent. Celui qui part des violences ou voit des faits cause une incapacité permanente ou partielle à un ascendant, à un descendant, est puni de l'emprisonnement à vie si ces violences aboutissent à la mort, ce qu'on qualifie de meurtre. Si elles aboutissent aux blessures graves, les peines sont de 10 à 20 ans d'emprisonnement
Et de l'autre côté, le législateur allait plus loin sur le plan civil pour dire aux pères que non seulement ils sont devenus indignes et ils n'ont plus aucun radis sur ta succession. La loi les déclare indignes tous ceux qui portent atteinte à l'intégrité physique de leur ascendant. Quand on parle d'ascendant ici, on parle de père et de mère. Lorsque vous tapez sur votre père, c'est une cause d'indignité. Et l'indignité est sanctionnée par le législateur sur le plan civil par votre déshéritage. Vous n'êtes plus habilité à hériter à ce monsieur. Et je pense que c'est la sanction la plus sévère que ce père peut donner à ses enfants. Parce que même dans la tradition africaine, je veux beaucoup mettre, ils étaient bannis. Parce que dans la législation de l'Afrique traditionnelle, on vous bannit. Je voudrais donc ajouter de loi en disant que le législateur, lorsqu'il a pensé à cette infraction de violence sur ascendant, a estimé que l'ascendant dont le géniteur était à cet âge, fut-il même encore jeune. Mais dans le cas d'espèce, le père franchit la porte de ce que nous appelons les patriarches. Lorsque vous n'aviez pas peur de cette chevelure blanche, vous n'avez pas peur des efforts que ce père a fournis pour vous donner la vie, vous n'avez pas peur des encadrements que ce père vous a donnés, vous allez jusqu'à lui ôter quelques dents. C'est dit que c'est par chance qu'il a échappé. Le coup n'est pas arrivé à la destination que vous aviez voulu. Mais puis, il y a même vous avez effectivement voulu seulement lui ôter sa vie. Même l'empoisonnement. Donc le législateur, sur le cas d'espèce, dit que votre place, vos jours sont désormais comptés à l'université de Nobel. Jusqu'au jour où vous allez mourir. C'est ça qu'on appelle l'emprisonnement à vie. Et si le père décède, c'est la peine de mort. Donc, vous êtes condamné à mort. Et lorsqu'on rentre dans la Genèse, le père était patient une fois, 2 fois, 3 fois, mais vers la fin du récit, il m'a donné encore un regain d'énergie. Lorsqu'il a dit qu'il a saisi la justice et que la justice est en train de faire ce travail. Nous allons lui prêter main forte. Main forte de manière la plus énergique. Ces enfants doivent libérer cette maison. Et il dit que ces enfants ont été convoqués à plusieurs reprises, mais ne se sont jamais rendus. La procédure, peut-être, il la gère encore personnellement. Nous, dans le cadre des droits de l'homme, nous, on va prendre ce dossier en main. Ces enfants doivent sortir de cette maison. On ne tolère pas l'intolérable. L'unique effort qu'il fallait pour ce père, c'est de porter sa voix, que l'on écoute les malheurs qu'il vit du fait qu'il a commis le crime de donner naissance à des enfants. Alors, Mbamba Mbengan, voilà donc, au-delà de ça, il n'y a que l'une de ses filles a décidé d'en découdre avec lui, selon si je m'en tiens à son récit, c'est-à-dire mettre du poison dans la nourriture qu'elle lui a donnée, qu'elle lui a servi pour qu'il mange. Il a eu des effets, heureusement. Et c'est pour cette raison qu'en Afrique, malgré cet altruisme, cette hospitalité, ce regain d'amour qu'on a, ces enfants doivent être bannis. Parce que vous voulez tuer votre géniteur. Vous avez tenté de tuer votre géniteur par empoisonnement. Vous êtes banni non seulement de la famille, mais de la société entière. C'est-à-dire que même chez les Bafia ou le papa ordinaire, ou chez les Sawa, où il est dit, cet enfant n'a plus de place. Et ça doit être su. En plus de cette malédiction, j'ai commencé par là tout à l'heure. Je vous dis, ces enfants, même si leur papa venait à leur pardonner, il faudrait un rituel spécial pour qu'ils sortent de cette malédiction. La preuve, ça la suit. Comment dans un état de droit, elle a deux amants, deux maris, comme on dit. C'est la polyandrie. La polyandrie. Bon, peut-être c'est accepté dans le droit, dans la législation camerounaise, je n'en sais rien. Non. Mais voilà. Mais déjà, regardez le comportement. Qui sera quand elle va accoucher? Est-ce que les 2 pères sauront leurs enfants? Je n'en sais rien. Ça veut dire que la malédiction la suit. Et ce sera comme ça jusqu'à sa progéniture. Je dis au moins sur 4 générations.
Donc pour rompre ça, c'est difficile. Donc en fait, je dis au père, l'essentiel c'est d'avoir parlé. Et surtout, ne rien cacher du tout. Dit, mes enfants sont des bourreaux, sont devenus mes bourreaux. Et à ce moment, vous laissez la société les punir. C'est comme ça, et je pense que là, c'est une bonne action. D'accord. Alors, les enfants sont décidés, en tout cas, professeur, à récupérer des maisons et demander à leur père de partir. C'est ce qu'il vit aujourd'hui parce qu'il dort dans un canapé chez sa sœur. Oui, incroyable. Mais notre collègue, il a dit quand même quelque chose, c'est que ils avaient les moyens de construire une maison. Oui, parce que si on regarde le budget que le footballeur ou bien celui qui vend le football assure, parce que le fait que le papa ait 2 maisons, on connaît beaucoup de gens ici qui parfois ils dorment dans une chambre, ils n'ont même pas, le papa ne travaille pas, mais eux ils ont eu la chance que le papa travaillait. Et il est même temps d'être manager de football, c'est-à-dire qu'il devait construire, comme vous avez dit, 2 ou 3 maisons. Mais cette idée ne peut même pas venir pour le moment de sa tête. Parce qu'il y a une question de profit, de maîtrise de l'environnement sur lequel il est fait. Il a d'autres référentiels. Il n'est plus dans l'Afrique. C'est pour ça que je pense, vous savez, ça nous interroge. Parce que l'avenir de l'Afrique, ce sont ses enfants. Nous sommes le seul continent qui comporte une jeunesse, c'est-à-dire la première richesse, ce n'est pas le pétrole, ce n'est pas les minéraux qui sont là, c'est eux l'avenir. Parce que ceux qui vont construire le pays, mais ils vont construire quoi? Quels sont le référentiel? Quelle école ils vont aller? Quand ils vont construire des maisons, ils vont construire des maisons comme en France, à Paris, ou bien comme les Africains construisent. Quand on va à l'hôpital, quand le médecin, on va guérir les gens comment? Comme en France, comme en Afrique, comme chez les Chinois. Mais la jeunesse de demain, vous êtes interrogés. Quel pays vous voulez nous construire? C'est ça, c'est intéressant. Qu'est-ce qu'on va faire? Et voilà la preuve. Il a les moyens, il a tout, il chasse son père. Mais, on met dans une rupture complètement culturelle. Il voit trop de films de la télé, de français, il voit beaucoup de films. En plus, il a réussi. Moi, je pense que la fille, c'est une forme de prostitution déguisée. C'est une forme de prostitution déguisée. D'avoir 2 femmes, de tout ça, on sent. Elle n'a pas besoin de travailler, il a l'argent, elle ne rêve même pas, parce que la vie, c'est une utopie. Oui, il faut comment les gens sont allés à la Lune? Ils ont imaginé un jour qu'ils vont aller sur la Lune, et ils sont partis. Vous voyez, ça veut dire que l'homme a une puissance. L'homme, bon, je ne vais pas dire que l'homme est Dieu, non. On dit en égyptien, on dit que l'homme a une parcelle divine. C'est-à-dire qu'il peut construire. S'il imagine quelque chose, il peut le faire. Les gens pendant qu'on parle, il y a des gens qui envoient des engins sur la Lune, et ces engins reviennent sur la Terre. Ça veut dire que si on veut construire l'Afrique de demain, ces enfants-là, ils peuvent le faire. Ils peuvent le faire. On a les moyens, mais seulement il faut qu'on rêve. On rêve d'être un footballeur. Hein? Ben oui, on a ça beaucoup en Angleterre où j'étais. Tous nos enfants veulent devenir seulement footballeurs et quelque part musiciens. Je ne suis pas contre, on est monsieur musicien. Mais il y en a très peu qui veulent être philosophes ou médecins, autre chose. Parce que c'est tout ce qu'ils voient. L'image du noir là-bas ne montre que ça. Tandis qu'il y a autre chose. Il y a autre chose. Et j'espère que vraiment à la télévision africaine, vous avez un devoir, parce que l'école n'est pas suffisante. C'est bien, vous êtes déjà sur ce plateau et vous passez des messages aussi importants. Alors, Dr Ngadjivta, tout ce qui arrive à ce papa aujourd'hui, est-ce que ça peut affecter son moral et autres? Parce qu'aujourd'hui, il a presque tout perdu. Il n'a pas de maison, en tout cas pour l'instant, parce que il y a maître qui se propose de tout faire pour qu'il les récupère, c'est bien. Mais déjà, entre-temps, il a perdu du poids, il ne mange pas bien, il est obligé d'attendre que sa sœur prépare pour qu'il mange. Il m'a dit il y a quelques minutes qu'il est arrivé ici sans agent de taxi, il ne sait pas comment est-ce qu'il va rentrer. Ça a un impact sur son quotidien, sur sa vie, sur son état mental. Je crois que sur l'aspect somatique ou sur l'aspect du phénotype, c'est évident, il ressent ça de tout point de vue, sur le plan physique, sur le plan psychologique. C'est quelqu'un qui est atteint dans son moral, dans une indignité d'avoir mis des enfants
au monde qui le rend non seulement indigne, mais qui l'humilie. Donc sur le plan psychique, c'est un parent qui, je crois qu'il y a beaucoup de choses qui pèsent sur sa conscience à ce moment. Bon, les violences physiques, je crois que Maître en a fait état avec les pendants juridiques que la législation prévoit. Donc c'est un père qui est, je crois, atteint au plus haut niveau de sa conscience. Une conscience bafouée, quelqu'un qui, imaginez, quelqu'un qui a travaillé pendant une vingtaine d'années, qui a quand même investi, mais qui se retrouve à aller squatter. C'est une de ses sœurs. Est-ce qu'il peut regretter d'avoir fait des enfants aujourd'hui? Je crois que pour le régler, c'est évident, mais il y a quand même quelque chose de fondamental et de consubstantiel entre le père et le fils. On arrive toujours à pardonner. Je crois que dans une approche, et je crois que vous pouvez pousser dans l'angle d'analyse, vous allez comprendre que le père peut arriver à une situation où il cherche juste la reconversion de ses enfants pour qu'ils se remettent sur le droit chemin. Je ne pense pas que le problème serait tant qu'il souhaite la perdition ou alors l'incarcération, que ses enfants soient écroués. Je crois que pour lui, c'est que les enfants essayent de retrouver le droit chemin. Je ne pense pas que s'il faille choisir entre l'enfer et le paradis, à cette situation actuelle, je mets au défi de le ramener dans une autre phase. Je ne pense pas qu'il voudra que ses enfants soient voués à l'enfer. C'est d'ailleurs ce qu'il a évoqué tout au long de ses programmes. Il a dit qu'il avait l'amour pour ses enfants, pas forcément pour son épouse, mais beaucoup plus aussi pour ses enfants. Cet amour ne prend pas de rides, c'est un amour qui est inaltérable. Donc je pense que l'approche peut-être de la justice, ainsi de suite et autres, il faudra l'envisager dans une dimension de consolidation de ce socle, du replâtrage de ce socle familial, amené à entendre raison aux enfants, parce qu'il y a quand même l'approche de la molestation. Montrer aux enfants ce qu'ils encourent au plan pénal et qu'ils reviennent au moins se réconcilier avec leur père pour le salut de ces enfants et pour remettre dans l'honneur ce père quand même qui doit reconnaître le dur labeur qu'il a enduré. Donc l'approche qui me semble la plus normale, celle qui est souhaitable, celle qui est salutaire, celle qui est salvatrice, c'est celle de réconcilier les parents. Parler aux enfants pour qu'ils comprennent ce qu'ils encourent et que le père reste dans une dimension de cet amour qui est inaltérable et qu'on comprenne que qui aime bien châtie bien, simplement. Alors, Maman Mbengane, est-ce qu'il est possible aujourd'hui de ramener ses enfants à la raison, de réconcilier ses parents et ses enfants? Oui, il est possible, mais il faut d'abord les punir. Il faut que la société les punisse. D'abord, sur le plan de la législation, Maître l'a dit tout à l'heure, on ne peut pas les ramener s'ils n'ont pas subi de punition. Premièrement, l'autre punition ne dépend même plus de leur papa. Je vous dis, c'est normal, c'est bien que leur papa soit dans cette posture-là, il va pardonner, mais il faudra qu'il les bénisse après. Est-ce qu'au moment où il va leur donner ces bénédictions, son cœur sera? Est-ce que les enfants seront portés? Ou alors ne vont-ils pas intérieurement crier victoire? Là, à ce moment, leur papa ne pourra pas les bénir. Ça veut dire, ils ne pourront pas recevoir la bénédiction de leur papa, qui est cette bénédiction qui est pourtant sincère, parce que précisément leur cœur n'est pas porté à cela. C'est-à-dire qu'il faudrait qu'ils fassent mea culpa et que ce soit sincère. Si ce n'est pas sincère, ça ne vaudra rien du tout. Et ça, je profite, vous avez posé une question tout à l'heure. Non, tous ces enfants qui sont grands, qui habitent encore dans les domiciles familiales, je pense qu'eux aussi, ils doivent d'abord avoir un peu honte. Un peu honte de n'avoir pas fait plus que papa. De l'autre côté également, il doit se dire, mais il faudrait qu'avant de mourir, il faut d'abord la bonne ambiance, comment ils vivent, parce que ce problème aussi se pose. Vous entendez souvent, la belle-mère a dit que tout ça là, comment avoir cette harmonie? Et ces enfants qui... les siens à 49 ans, il y en a qui ont plus, qui vivent dans leur domicile familial. C'est pas bon. C'est pas bon. Donc, il faudrait qu'à chaque fois, vous amenez vos parents, c'est-à-dire dans un confort, j'allais dire, acceptable et bien, mais pas de tricherie. Mais est-ce que c'est pas parce qu'on peut aussi décider, en tout cas, que le chef de famille reste là et qu'il n'ait pas construit? Dans la tradition africaine, en réalité, c'est le cadet qui restait dans la maison familiale. Parce que les aînés avaient la possibilité de construire. Papa vous donnait le terrain. Lorsqu'on n'y avait pas encore ces rencontres avec l'Occident, on vous dit, si je ne suis pas là demain, tes frères cadets, tu vas lui montrer ses limites. Voilà les délimitations. Si votre soeur ne vont pas en mariage, voilà, elle sera rattachée à telle autre.
S'il y en a une qui allait en mariage et dont le mariage a mal tourné, quand elle rentre, elle va s'attacher comme ça. Nous, on faisait même le jugement d'hérédité avant. Dès lors qu'un des aînés était déjà, j'allais dire, épanoui, on lui confiait tout, mais également avec, j'allais dire, toute la famille. Quand je dis toute la famille, parce que c'est une vie communautaire, on vous dit, le Grassfield a cette tradition, les Sawa ont ceci, les Bassans ont ceci, les Bamois, voilà comment ça se fait. De telle manière que, même s'il meurt, il y aura toujours un chef de famille. D'abord, et c'est là, je pense que les Blancs, quand ils sont arrivés, ils ont voulu intégrer ça. Parce que même si je meurs maintenant, pour que mon épouse touche ma pension, il y aura toujours un jugement de non-remariage. C'est-à-dire que c'est la famille qui l'a épousée. La même famille va dire, oui, c'est notre femme. Elle a décidé de rester à côté de la tombe de son mari. Donc, elle peut bénéficier de tout. Maintenant, même si elle a la possibilité d'accoucher, on lui dit, là où les rites de veuvage aussi interviennent, elle dit, bon, toi tu as fait des enfants avec notre fils. Tu peux épouser d'autres, tu peux en faire d'autres. Maintenant, quels sont les liens que tu en auras? Voilà en fait les problèmes qu'on règle pendant les rites de veuvage. Ce n'est pas généralement ce qui se trame là, ce qu'on dit là dehors. Bon, c'est vrai, on sait aussi qu'il y a un peu de problème de sorcellerie, mais ça se règle. Ça se règle, mais il suffit de ne pas être individualiste. C'est ça le problème qui s'est posé avec le papa. Ne pense pas que j'ai le problème, je vais les régler. Non, il y a toujours la communauté. C'est pour ça qu'on laissait l'enfant même chez le voisin. Aujourd'hui, vous laissez votre enfant chez le voisin, on va kidnapper, crime rituel à gauche, à droite. Nous, ça n'existe pas. Il y a sa sœur qui parlait d'ailleurs dans le reportage. Elle dit qu'elle est allée essayer une ou deux fois de réconcilier les deux, je voudrais dire le père et ses enfants, mais ça n'a pas marché. Elle a été chassée par ces enfants-là. Il faut les punir d'abord. Il faut d'abord les punir. Je vous dis, comme il a saisi les juridictions, il faut qu'on arrive à les punir. C'est-à-dire que même au sortir d'ici, peut-être le papa, comme disait le professeur tout à l'heure, il peut avoir sentiment de mort en disant non. On vous dit, comme on dit au Cameroun, attache le cœur, qu'on les tape, qu'on les aide, qu'ils soient punis. Et là maintenant, quand ils vont dire pardon papa, on ne savait pas. Ce pardon-là peut être sincère. Mais si ce n'est pas sincère, la malédiction va le poursuivre. Oui, je voudrais poser, justement, comme j'ai un homme de droit devant nous, moi, j'ai un petit problème avec le droit, le problème qui se posait au niveau de la loi fondamentale au Cameroun, le jugement. Ça pose toujours un problème, même quand nos amis dits anglophones se sont révoltés, ils ont voulu qu'on apporte une partie anglophone. Mais moi, quand nous étions à l'époque coloniale, il y avait donc, il y avait le juge, les lois, mais il y avait aussi ce qu'on appelle les lois traditionnelles. Il y avait une cour traditionnelle. Ça veut dire que les colons, quand ils ont vu que leur système de nous juger ne coïncidait pas totalement avec notre vision du monde. Mais depuis que je suis là, je suis étonné que cette partie de la loi traditionnelle a été balayée. Non, elle n'a pas été balayée. Mais elle existe et elle est même intégrée dans le système, dans l'organisation judiciaire du Cameroun. Ah. Elle a préséance, elle est comment? Par exemple, si j'ai un problème de terrain. Oui, nous avons ce qu'on appelle la chambre civile de droit local. On appelle ça régulièrement le tribunal coutumier. Ah, bon, le tribunal coutumier siège dans nos palais de justice. Il y a toute une chambre où on applique encore la coutume. On règle les choses. Est-ce qu'ils ont... Parce que c'est... La composition de ce tribunal... Oui. Mais qu'est-ce qu'il y a préséance là-dedans? C'est ça un peu... Non, la coutume, dans la majorité des cas, où les deux parties acceptent qu'on les règle selon leur coutume, vraiment le juge se plie à la seule condition si elle n'est pas contraire à l'ordre public ou aux bonnes mœurs. Mais ce n'est pas la préséance. Je vous ajoute, vous pouvez nous expliquer. J'ai vu une chose de terrible. Je pense que je vais porter plainte contre le nouveau code pénal. On dit, lorsque un gendre estime que la dot, je pense qu'il y en a beaucoup, estime que la dot est excessive, il peut porter plainte contre son beau-père. C'est-à-dire, il peut emprisonner le beau-père et épouser la fille. Bon, mais attendez, c'est-à-dire que dans le principe de... Non, l'esprit du législateur, voilà, en réglementant la dot, ce n'est pas dans cette optique. Mais c'est ce qui est la justice vient pour régler une situation qui cloche dans la société. En ajoutant une autre situation compliquée. Ce n'est pas une situation compliquée. C'était pour demander aux deux parties qui sont appelées à s'unir
pour faire une famille, parce que le mariage c'est l'union de deux familles. Absolument. Qu'il faudrait que l'esprit de consolidation pour construire une nouvelle famille, demeure le nerf générateur de cette union, ou non un marchandage ou une sorte d'escroquerie déguisée en dot. Ça a été mal ficelé. Oui, ça a été mal ficelé parce que le législateur a bien voulu décourager tous ceux qui ont fait de ce qu'on appelle la dot un marché. Mais, sans vous couper, un marché. Oui, sans vous couper, moi j'ai vu, parce que c'est vrai aussi, ça c'est aussi une transmission de culture. Quand moi j'ai assisté à un mariage en France toujours, dans les travailleurs immigrés, et quand il y avait le mariage, il y a donc les deux, ils ont appelé deux griots, le griot de la famille, et donc chacun jouait. Et quand ils ont amené la dot, c'était tellement important que même ils ont écrit. Mais la dot, en fait de compte, ça va dans le nouveau, les jeunes. C'est pas comme chez nous, la dot allait dans les nouveaux mariés. Et ces nouveaux mariés gardaient ça pour le redonner aux enfants. J'ai vu des bagues en or, j'ai vu des tissus, jusqu'à ce que les blancs ont dit que mais, les gens là qui viennent balayer notre cour, ils sont tellement riches que ça. Tellement ils ont vu les cadeaux de mariage. Les cadeaux de mariage, c'est tellement de l'or qui sortait comme ça. Mais bon, c'est pas à vendre. Bon bref. Nous n'allons pas nous égarer. Voilà, donc revenons sur le sujet. Je voudrais réagir. On a pris ça, c'est justement par rapport à des cas comme ça. Comment on va juger ce genre de cas? Le législateur a prévu ce qu'on appelle la justice. La justice, c'est un régulateur des tensions dans la société. Dans le cas d'espèce, les enfants ont violé une norme sociale qui donne interdiction formelle de porter atteinte à un parent. Et il faut, dans le cadre normal des choses, qu'ils puissent se ramener sur terre. Et comme le disait le bonbon, ils ont violé une norme sociale préétablie. Ils doivent être sanctionnés. Quant à maintenant, la portée de la sanction dans le cas d'espèce, c'est quoi? C'est ramener les enfants à savoir qu'ils ont outrepassé les limites de leur liberté en violant une valeur, en portant atteinte à une valeur sociale dont on ne la touche pas n'importe comment. Même si chacun reconnaît son erreur aujourd'hui, que ce soit le père, ou, enfin je voudrais dire les enfants. Mais on les sanctionne la repentance. Absolument. La repentance n'enlève en rien à la constitution de l'infraction. Ils doivent être punis. Et c'est que lorsque la procédure prendra son penchant d'or dans la phase effectivement répressive, le père aura le cœur chaud, mais ce sera la société qui sera en ce temps-là de régler les hors-la-loi qui n'ont pas voulu respecter la norme sociale qui voudrait bien et bien que l'on respecte son père, son géniteur. Après, le règlement du conflit en famille peut arriver. Les règlements dans la majorité des cas, lorsque la procédure prend un certain virage, le père vient avec la lettre de désistement. Lorsqu'on la reçoit en justice, on dit merci, tu as désisté pour ce qui te concerne. Mais nous de la société, on continue. Absolument. Nous on continue. Absolument. Parce qu'il y a régulièrement les repentis masqués. C'est pour ça que j'ai dit, pardon, un niveau, ici, voilà, ça dépasse. Ils nous ont fait quoi? Ils nous ont fait quoi? Ils nous ont laissé, non? C'est pour ça qu'il faut sévir avec la dernière énergie dans le cas d'espèce. Absolument. Même si après, on va recolmater les brèches pour reconstituer ce tissu familial qui est sauvagement déchiré par les agissements de ses enfants. Surtout le père, il faut le reconstituer parce qu'il va perdre et ses enfants. Est-ce que le climat restera le même? En tout cas, même s'il faut reconstituer ou réconcilier les deux parties? Non, par une lecture cursive du tempérament du père, je crois que pour un père qui a dû supporter ses sévices pendant une vingtaine d'années, je ne pense pas, ça dit que c'est quelqu'un qui justifie d'une certaine patience qui peut se poursuivre. Donc je ne veux pas lire ou faire des procès d'intention au père, mais si nous prenons seulement le temps que ça a pris, la patience que le père a pris pour essayer de ramener ses enfants à la raison, je pense que jusqu'à preuve de contraire, je peux être convaincu que la piste d'une réconciliation ou alors du replâtrage de ce socle disloqué de la famille reste encore possible. Parce qu'il ne peut pas avoir supporté pendant tant d'années et puis vouloir que ses enfants... Je crois qu'il y a beaucoup d'autres images derrière. Il n'a que ses enfants. Et je crois que porté à cet âge, vous connaissez le seuil de vie d'un Camerounais, il lui reste combien d'années à vivre? Je ne pense pas que l'âge qu'il a, la soixantaine qu'il a, il vivra encore 60 ans. Je ne pense pas. Donc il est à un tournant décisif de sa vie.
je suis convaincu que ce père ne cherche que la reconversion ou alors le retour sur le droit chemin de ses enfants. Bon, maintenant, la loi, elle, c'est qu'elle est. Le père peut à un moment désister, le ministère public peut peut-être poursuivre, mais même là, il y a, je crois, me semble-t-il, des circonstances atténuantes. Donc, on peut toujours revenir à cette cohésion sociale et revenir sur la litanie selon laquelle mieux vaut un mauvais arrangement qu'un bon procès. Donc, allons dans une dimension pédagogique pour faire comprendre à ces enfants qu'ils sont pas dans... Ils sont dans l'horreur, ils sont dans l'arbitraire. S'ils peuvent le corriger, je peux être convaincu qu'au sortir de cette émission, s'ils trouvent la maison vidée, ça peut être même le même père qui verra ses enfants dans la rue, sous la pluie, qui dira encore que je n'avais besoin que d'être restitué dans mon honneur, dans mon respect et dans mes prérogatives. Revenez occuper la maison ou alors casez-vous dans une maison. Donc ce n'est qu'un père qui est dans une quête, une requête d'honneur bafouée par les enfants, mais ce n'est pas tant un problème qui doit être porté à bras le corps par la justice, je ne pense pas. Alors, nous allons faire un dernier tour de table avant de sortir, bien entendu. Il nous reste peu de temps d'ailleurs. Professeur Doukaïa, qu'est-ce qu'on devrait comprendre finalement? Il y a ce parent, il y a ce cas, il y a bien d'autres cas, on a évoqué déjà, que dans des familles, il y a des enfants qui continuent de grandir et qui vieillissent même au sein sous l'aile de leurs parents. Mais ici, il y a également un cas, c'est que ces enfants sont devenus violents et bourreaux même de leur papa. Et ça fait véritablement un problème. Qu'est-ce qu'on devrait comprendre? Parce que nous sortons déjà de l'émission. Mais c'est la rupture. Hein. Il y a une seconde génération qui prouve, je répète un peu ce que je disais, quand un peuple ne donne pas à ses enfants ses valeurs, ses connaissances, ce peuple regresse. On peut aller en France, faire tout ce qu'on veut, mais si on ne connaît pas nos valeurs, parce que la culture, c'est pas... La culture, ce sont les invariants d'une culture. Mais qu'est-ce que sont les invariants? C'est l'expérience que les ancêtres ont fait. Quand vous êtes à côté de l'eau, vous avez une culture déjà de l'eau. Quand vous êtes à côté de la montagne, vous avez une culture. C'est quoi la culture? C'est l'expérience pour vous montrer comment on doit vivre à la montagne, comment on doit vivre dans l'eau. Alors, si vous ne connaissez pas ça, ben, vous ne pouvez pas vivre à côté de la mer. Donc, pour nous, je pense qu'il est très bon que la jeunesse africaine se réconcilie avec elle-même. Je pense que si elle se fait, ces messieurs-là, du grand footballeur qu'il est, ils vont construire des grandes maisons pour leur papa. Ah. Je rappelle que vous êtes professeur Doukaïa, vous êtes égyptologue et merci d'avoir accepté notre invitation. Merci pour... Alors, Mbombo Bengan, nous allons sortir de cette émission. Quel est le conseil que vous donnez à ces parents et à d'autres parents aussi qui continuent de garder leurs enfants dans leur maison alors qu'ils ont atteint au moins l'âge de la maturité, ils peuvent se débrouiller? Non, qu'il doit leur apprendre à partir de 7-10 ans qu'ils sont appelés à affronter la société. Et quand ils vont le leur apprendre, en s'inspirant de leur identité, je pense que ces enfants seront à même d'affronter la société dignement et de les respecter. À un moment donné, il faudra aussi, comme on dit, attacher le cœur, dire à ces enfants, à un moment non, allez-y. Allez-y, débrouillez-vous. Sinon, ils ne pourront pas. Mais surtout en construisant son identité. Parce que l'école, je vais terminer par là où j'ai commencé, on dit que ce qu'on va y perdre vaut-il ce qu'on va gagner. On a perdu beaucoup en allant à l'école des Blancs. Il faudrait donc qu'on le sache, qu'on se rende compte, et maintenant qu'on vienne s'approprier notre culture. Et avec ça, on va grandir dignement. Les Chinois... On peut concilier les deux? Oui. Mais prenez le cas de la Chine. La Chine est restée membre permanent du Conseil de sécurité des Nations Unies. La Chine n'est jamais entrée au General Agreement on Tariff and Trade. Elle est restée enfermée. Et Mao parlait de quoi? Révolution culturelle. Quand la Chine est venue enfin en 2002 au sommet de l'OMC à Doha, elle a pris le monde. La Chine a dominé le monde. Et maintenant, on va dans la médecine chinoise. Où est la médecine africaine? Et allez sur Google tout de suite, cliquez les origines africaines de la médecine moderne. Vous allez voir. Donc, revenons dans notre culture. Et surtout, ces leçons-là, vous allez apprendre que tout est là-dedans. Donc c'est nous qui avons appris au monde que Dieu existe. C'est nous qui avons appris les principes de solidarité et d'altruisme au monde. Nous ne pouvons pas être les derniers. Merci Mbombo Bengan. Je rappelle que vous êtes autorité traditionnelle et
Vous avez bien d'autres casquettes aussi que je ne voudrais pas révéler sur ce plateau. Merci d'avoir accepté notre invitation et également apporté des éclairages sur ces différents cas que nous avons évoqués. Alors, docteur Ngadjifna, en 30 secondes, la société a besoin d'être restructurée. Bon, je crois que peut-être au père, je voudrais lui dire qu'il y a un cordon ombilical ou bien, pour parler comme les philosophes, une loi des reins qui les lie à ses enfants. Qu'ils soient sorciers, qu'ils soient déviants, qu'ils soient récalcitrants, ça reste ses enfants, qu'ils gardent cet amour intact et qu'ils croient encore à une éventuelle reconversion. Et aux enfants, de leur dire qu'il n'y a que l'harmonie, la symphonie, la sympathie avec le Père qui porte bénédiction sur terre. C'est quelque chose de statutaire qui revient à cette raison. Merci. Vous êtes Dr Ngadjifna, enseignant à l'Université de Douala. Vous êtes sociologue, il faut le rappeler aussi. Évidemment. Merci d'avoir accepté notre invitation. Maître Tchégué, nous allons nous séparer. Est-ce qu'il y a une possibilité de reconstituer, en tout cas, j'aurais dire, de rassembler, de ramener tout à la raison entre ce parent et ses enfants et que la vie continue son cours? Évidemment, Flavien, tout ce que je pourrais demander à ces enfants qui m'écoutent du fond de cette maison, c'est de faire une introspection sur eux-mêmes. Et qu'avant de se coucher ce soir, qu'ils se rappellent de ce passage sacré de la Bible, de ce commandement, honore ton père et ta mère afin que tes jours soient prolongés. Lorsqu'ils décident de passer outre le respect de ce sacrement, qui est même le socle de l'existence sur terre, qu'ils savent que la justice sera à leur tous pour les ramener à l'ordre. Et par grâce et par respect, qu'ils font l'effort de libérer ce local avant qu'il ne se fasse trop tard. Vous serez à l'heure tous? Qu'il fasse l'effort de grâce de libérer ce local pour que ce père retrouve sa dignité, comme disait le professeur. Le reste viendra après. Lorsqu'on se trompe, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle de dire « Papa, je me suis trompé ». C'est tout ce que nous demandons à ces enfants. Mais sinon, la société prendra ses responsabilités en main. Merci. Merci à vous, Maître Tchégué. Vous êtes avocat au barreau du Cameroun. Merci également d'avoir accepté notre invitation. Mesdames et messieurs, nous allons poursuivre, en tout cas, ce programme avec une autre articulation. Et comme vous le savez, il y a toujours des cas que nous évoquons et que nous vous présentons. Et c'est avec votre concours que ces cas trouvent toujours des solutions. Je vous invite à suivre le cas social de ce soir. Apparemment bien portant, malgré sa démarche brinque-ballante, Alain Désiré Tongo Tondé est très malade. Je mange toutes les 2 heures. Et en ce moment-là, il m'est arrivé de ne pas pouvoir, je ne pouvais pas ouvrir la bouche, je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas marcher. Et je ne pouvais pas marcher, je ne pouvais pas faire un pas, je ne pouvais pas faire des pas. Donc, ça s'est passé pendant près d'une semaine. Il a fallu aller voir un neurochirurgien qui a fait une ponction lombaire, ça n'a rien donné. Et il m'a envoyé chez le psychiatre. Je ne sais pas ce qu'il m'a donné, mais il a débloqué la situation. Ça veut dire que j'ai repris la parole, j'ai commencé à manger, j'ai repris mes pas, quoi.
pendant une semaine et après j'ai dû rester avec lui pendant près de 3 années. J'ai été son malade pendant près de 3 années. Cet ancien étudiant de l'université de Yaoundé 1 n'a pas pu poursuivre ses études après l'obtention de la licence à cause du mal qui le terrasse depuis la naissance. C'est en 2e année à l'université que j'ai commencé à fréquenter les hôpitaux parce que je n'arrivais plus à manger la nourriture préparée. Quand je mangeais la nourriture préparée, ça me bouleversait. Je n'avais envie de rien faire. Donc j'avais perdu du poids, j'étais mince. À ce moment, je crois que j'ai fait au moins 15 examens de séropositivité, quoi. Je crois que j'étais l'un des premiers. Je crois que je suis l'une des personnes qui a fait le plus d'examens de séropositivité. J'ai fait tout le monde, on ne comprenait pas. Il fallait faire des examens. Donc celui de séropositivité, bien sûr, on n'a jamais rien retrouvé. En même temps, on n'a pas retrouvé la cause du mal, bien entendu. Je ressentais, c'était ce ballonnement dans le ventre. Ce ballonnement qui m'indisposait, qui était désagressif, qui m'indisposait en fait. J'avais du mal à respirer, j'avais du mal à lire, j'avais du mal à tout faire. Et j'étais tout dans mon coin. Ça veut dire que dès que j'étais tout dans mon coin, même au lycée, j'ai tout été dans mon coin. Alain Désiré Tongo Etendé, qui vit seul parce que, abandonné par ses proches, peine à faire quoi que ce soit. La batterie d'examens effectuée a permis de circonscrire le mal qui le dérange depuis ses premiers jours sur Terre. Des spécialistes de la santé l'appellent l'insulinome, pratiquement le contraire du diabète. Et c'est en 2010 que tout se dévoile. C'est vers l'année 2010, les années 2010 qu'on a prédiagnostiqué la maladie. Donc il y a un bon samaritain qui a compris ce qui se passait. Et il m'a dit que je comprends ce qui se passe. Et il a cherché pendant 3 années, ça veut dire de 2008 à 2010. Il m'a dit que je vais chercher. Et c'est en 2010 qu'il m'a dit, j'ai trouvé ta maladie, j'ai trouvé de quoi tu souffres. Que tu souffres d'insulinome. Mais on ne peut pas, il faut que tu ailles à l'étranger parce qu'on ne peut pas soigner ta maladie au Cameroun. Et tout récemment, je me suis ressenti très mal. Je suis reparti le voir. Il m'a dit que désormais on peut diagnostiquer l'insulinome au Cameroun et il pensait qu'on pouvait la soigner au Cameroun. Donc j'ai repris, j'ai fait une série d'examens, environ une dizaine d'examens. Examens de sang et examens d'imagerie. Donc la maladie, il m'a dit que la maladie c'est une tumeur non cancéreuse au niveau du pancréas. Ça veut dire que le pancréas produit l'insuline en désordre. Et c'est cette insuline-là qui, comme ça soit de façon désordonnée, c'est ça qui crée la fatigue. L'insulinome, cette maladie rare au Cameroun, en Afrique et dans le monde, touche une personne sur 2 millions. Des personnes qui en souffrent ne résistent pas à la position debout. 3 secondes debout, c'est le calvaire, quoi. Ça veut dire que mes jambes me font mal et après un moment je les sens plus. Ça veut dire en même temps je les sens pas mais ça me fait mal. Donc en fait j'ai perdu pratiquement l'usage des jambes. Bon ça c'est un côté, ça c'est un aspect. Mais le truc c'est quoi? C'est que le matin par exemple, quand je me réveille il faut que je fasse les selles. Et je fais les selles très difficilement. Ça veut dire qu'il faut que je fasse une pression gymnique pour pouvoir expulser les selles. Voilà donc le cas social de ce soir. Il s'agit bien entendu de ce journaliste, le cas de ce journaliste Etongo, qui est donc malade. Il souffre de l'insulinome. C'est bien sûr le nom de la pathologie qui le terrasse donc depuis plusieurs années aujourd'hui. Et merci déjà à tous ceux qui contribuent à ce qu'on trouve la solution à cette pathologie. Donc sur ce plateau, Irène Tembe, bonsoir. Bonsoir Flavien. Oui, quelle est la situation de Etondo? La situation de M. Etondé est la suivante. Un bienfaiteur 20 000 francs, Jess assistant 250 000 francs, une famille chrétienne 5 000, Mata et Comé de la France 6 000 francs, une bienfaitrice fidèle de Bafoussam 15 000, Iak Goulet 1 500, une bienfaitrice 20 000, une chrétienne de Bas-Laurent 5 000 francs, Monsieur Youssouf Banem, 10 000 francs. Bienfaiteur de Yaoundé, 100 000 francs.
Gustave 2000, Yakadam 5000, Djoufa 2000, Mouango 600, Christian 1500, Fedjo 2000, Ngassa 5000, Tanigué 2000 francs, Veuve Mongo 20 000 francs, Ntodip 12 400, Monsieur Noubissi 5 000 francs, Kazé 5 000, Sylvain Lequeux 20 000, Bienfaiteur 3 000, Gogidjol épouse Nietam 5 350, Suzanne de Trois-Morts 1000 francs, EECDD à Choral Messager 2900, Emmanuel de Noël 1225, une bienfaitrice 1500, une chrétienne à Garoua 20 000 francs, Tapon Djongui du Gabon 20 000 francs, Beauclair 2 000, Madame Yonko Nadège 10 000, Madame Guégoué Tchambou 5 000, un étudiant de l'université de Douala 2 500, une chrétienne de l'église évangélique 10 000 francs, la famille Fosso de Bepanda 10 000 francs, Takou Peter 6 000 francs, un chrétien de Vormeka 10 000 francs, Nana Paul Sabin d'Equinox 5 000 francs, une bienfaitrice 5 000 francs, famille Semo Sango 2 000 francs, ce qui nous donne, Flavien, un total de 617 475 francs CFA. Très bien. Alors, merci déjà à ceux qui contribuent et qui continuent donc de contribuer. Il en faut encore, puisqu'on sait que c'est un cas, il faut beaucoup d'argent pour sauver la vie de ces derniers. Effectivement, il en faut encore et nous demandons déjà, nous remercions déjà les bienfaiteurs et nous les demandons de continuer via le 690 50 50 94 pour toute contribution. Très bien. Alors, il y a également, nous allons passer à autre chose. Il y a aussi les donateurs du cas de Monique. Monique, vous vous souvenez, c'était le cas de la semaine dernière, ce qui a d'ailleurs animé beaucoup de commentaires au sein, dans la plupart des chaumières. Donc, Monique est un autre cas et il y a également des contributions pour cette dernière. Tout à fait. Il y a également des contributions pour les enfants de Monique. Gaucho, 2500. Ayafo 20 000 francs, Bayo Léonard 5 000 francs, les enfants, Joseph les enfants Camer, famille Bati Léonard 5 000 francs, bienfaiteur 40 000, la famille Zoyep 5 000 francs, bienfaitrice 1 000 francs, Kamse Dimitri 5 000 francs, Guenap Josiane, un sard de riz, 5 bouteilles d'huile d'arachide, 5 morceaux de savon, un paquet de cubes plus le sel. Une chrétienne de la CATV Bonanjo 10 000 francs, Monsieur Onabele, 15 000 francs. Madame Tchagé Kenfak Adèle, épouse Zabdi, un sac de riz de 50 kg. Un bienfaiteur de Bepanda, 5 000 francs. Une famille JDT, 5 000 francs. Aline Tchekem, 15 000. Une bienfaitrice, 1 500. Dodo La Joie, 5 000 francs. Famille Semo Sango, 4 000 francs. Société Safari Métal, sac de riz, vêtements, huile d'arachide, lait, plus sucre. Quai Vincent de Bamenda, 5 000 francs. Maman Marie Tuisseux, 20 000 francs. Ce qui nous donne un total de 164 000 francs CFA. Oui, c'est pas tout. Nous allons déjà dire merci à ceux qui ont contribué et ceux qui continuent encore de contribuer, comme c'est le cas de Ismaël Mangou, élève donc en classe de terminale au lycée bilingue de Nilon-Brazzaville, qui est sur ce plateau. Bonsoir. Bonsoir monsieur et merci de m'avoir passé la parole. Oui, vous représentez en tout cas la classe de terminale du lycée Nilon de Brazzaville. Vous avez regardé l'émission et le cas de Monique, en tout cas les enfants de Monique, vous a touché? Ce cas m'a particulièrement touché, mais je ne dirais pas simplement moi, mais ce cas a touché tous les élèves du lycée bilingue de Nilon-Brazzaville et particulièrement les élèves de la terminale A4 allemand qui se sont portés garant d'être là ce soir et de pouvoir venir en aide à cette dernière. Qu'est-ce que vous leur avez apporté? Nous avons apporté une participation, nous avons fait une contribution et nous avons fait quelque chose, un petit paquet pour elle. Et voilà, nous avons une somme d'argent que nous avons contribué avec nos camarades et comme ça. Présentez ça à la caméra, c'est combien? Voilà. C'est une somme de 65 000 francs. Nous savons bien que c'est pas grand chose, mais c'est quand même un bon début pour nous et j'aimerais aussi
que d'autres aussi prennent exemple sur nous et qu'ils en fassent aussi autant. D'accord. Merci à vous, Ismaël. Merci. C'est Madame Tébé qui s'occupe justement de recevoir l'enveloppe. Donc merci à vous et vous direz merci également au nom de toute l'équipe à vos camarades de classe et même à vos dirigeants qui vous accompagnent également ce soir. Merci d'être venus. Alors, ça remonte à combien désormais? Nous étions d'abord à 164 000 francs. Si nous ajoutons la somme de 65 000 francs, nous avoisinons déjà dans les 200 000 et poussières. Voilà, c'est intéressant. Alors, donc nous continuons toujours à attendre les contributions des uns des autres pour aider ces familles qui souffrent, aider également ces cas sociaux qui sont aussi présentés chaque fois dans le cadre de cette émission Regard Social. Alors, nous allons poursuivre la lecture des contributions en quelques minutes. Tout à fait, nous allons continuer avec le cas des enfants atteints du cancer du cancer de l'œil, Raoul, et du cancer du pied, Diamantine. Les contributions depuis le 2 février 2018 sont les suivantes. La famille Zoep, 25 000 francs. A2, 5 000 francs. Bienfaitrice, 2 000. Un chrétien de la CCC, 5 000 francs. Famille Tonfac, 20 000. Marie, 100 000. Kwame Christine Sandrine, 10 000 francs. Monsieur Tchenche, 20 000. Sonita et sa mère, Flore de Bafoussam, 16 000 francs. Une chrétienne de PK 14, 10 000 francs. Bienfaitrice, 5 000. Bienfaitrice, 10 000. Une famille chrétienne de Yaoundé, 50 000. CK, coopérative d'épargne et de crédit des artisans du Vaury, 300 000. La famille Fodjo, 10 000. La famille Kouaté de Ndorbonne, 5 000. Couple Juda, 10 000. Tejou, 4 000. Une bienfaitrice de la Belgique, 45 000. Yubi Mocho, 5 000. Couple Amel et Teki, 50 000. Fomena, 10 000. Un chrétien de 4 étages, de 25 000. Nadège, 10 000. Beledoku, 2500. Kengazi Choukou Justin, 1500. Madame Essomba, 20 000. Talou Peter, 6 000. 237 No Stress, 190 000 francs. Famille Gangue, 5 000. Famille Fotso Pierre Ali, 10 000. Famille Noden, 10 000. Famille Difo Louise de Menganga, 5 000. Azemke Thérèse, 5 000. Une bienfaitrice, 5 000. Un bienfaiteur, 10 000. Asanga, 20 000. Famille Kwaya, 5 000. Maman Gako, 2 000. Une bienfaitrice, 10 000. Famille Kade, 20 000. Une bienfaitrice de Bali, 5 000. Famille Kemounié Adedo, 5 000. Famille Feuillou, 4 000 francs. Tata Victor, 2 000. Bienfaiteur, 5 000 francs. Vera Kinso, francs de Sud-Ouest et Kontiti, 30 000 francs. Grâce Olivia et Brian Rostand, 5 000. Dongue Alisanga Oundere, 5 000. Foken Prince Akumba, 20 000 francs. Président UMS Mombor, 5 000 francs. Famille Kemajou Atibati, 10 000. Maman Roseau Saint-Marc de Biemassi, 10 000. Bienfaitrice du ministère de la Défense, 100 000 francs. Madame Irène de Bamenda, 20 000 francs. Association New Vision, 300 000. Niamsi Jacques, 2 000. Tegia Kamdem, 5 000 francs. Christelle de Douala, 2 000. Famille Youndje, 2 000. Marilyn Emané, 15 000. Et Kamena Joël, 10 000. Calice, 10 350. Bienfaitrice, 20 000. Osni de la France, 30 000. Olivia et Diane, 10 000 francs. Dieudonné de Marois, 5 000. Bienfaiteur, 10 000. Bienfaiteur, 3 000. Medje Kouagné, 5 000. Famille Kemajou Atibati, 10 000. Guimassia, 2 500. Une chrétienne de la Maison Blanche à Biemassi, 32 000. Une chrétienne de l'église évangélique centenaire de Bafoussam, 10 000. Mimboué épouse Lapé, 2 100 francs. Ewa, 3 000. Bienfaitrice depuis Bertois, 5 000. Steve Kouleto de la cité SIC, 3 000. Basile de Bamenda, 3 000. Étudiant à Bafan, 3 000. Bienfaitrice, 10 000. Mireille, 2 000. Étudiante, 5 000. Madame Emilienne Ouato, 20 000 francs. Bienfaiteur de Bonamou Sadi, 10 000. Anonyme de Douala Bepanda, monté américain, 10 000 francs. Nous continuerons la semaine prochaine parce que les contributions sont vraiment nombreuses et nous disons déjà merci aux chiens bienfaiteurs. Le montant déjà s'élève à 6 241 200 francs CFA. Encore merci. Merci à vous donc, madame.
Je voudrais dire Irène Tembe, merci d'être venu sur ce plateau, donner encore des contributions des uns des autres et surtout que des populations, j'allais dire, les bienfaiteurs continuent donc de contribuer et c'est déjà une très bonne chose. Et à ces chiffres-là, on espère bien entendu qu'on trouvera la guérison en tout cas à ces enfants. Merci à vous, chers messieurs, d'être encore et d'avoir été nombreux à regarder cette autre édition de Regard Social. Je voudrais dire merci déjà à Carlos Minoué, Séverin Tchumban, Eric Ouattat, Georges Mitterrand, Dani Warren Z2 pour l'équipe de production. Et merci aussi et surtout à Samuel Tchoufa qui m'a aidé donc à préparer cette autre émission de Regard Social. Et je ne vais pas manquer de dire merci au grand public qui est venu prendre part à cette édition de Regard Social. Je vous souhaite de passer une très bonne soirée.